de vous rappeler qui était H.P. Lovecraft. Pas mal de gens, a priori sur une conférence comme ça, les gens ont une petite notion de qui était Lovecraft, donc 1890-1937, auteur fantastique américain, qui est surtout connu pour le mythe de Cthulhu, fort improprement appelé, qui est plus une création de son disciple Odious Derlet, qui a vendu l'œuvre de Lovecraft comme ça. Lovecraft, qui estimait écrire des contes, appelait le mythe de Cthulhu des Yog-Sothothery dans ses courriers. Donc Lovecraft, c'est ce personnage-là. À l'allure souvent sympathique, on a quelques photos où il est un peu plus souriant, mais c'est un personnage qui a un côté un petit peu austère, qui était très grand fan de Edgar Poe et un grand fan de fantastique en général. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, outre la bande dessinée, on va en parler, de toute façon, je te rassure tout de suite, c'est de montrer ce personnage, cet auteur qui est un auteur fondamental du fantastique et de l'horreur au XXe siècle, était aussi au centre, et donc j'ai pris exprès une image un petit peu horrifique, au centre d'une espèce de toile d'araignée culturelle, c'est-à-dire qu'il y a... on a tendance à dire qu'il y a un avant et un après Lovecraft. C'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où Lovecraft reconnaissait ses dettes envers des auteurs plus anciens, donc Edgar Poe essentiellement, mais aussi Arthur Machen, l'auteur du Grand Dieu Pan, dans lequel il y a déjà dès 1905 des éléments, des thèmes qu'on retrouvera chez Lovecraft. Des auteurs comme Lord Dunsany, qui n'est pas connu pour des récits d'horreur, mais plutôt de fantasy. Mais la première période de Lovecraft s'inscrit plutôt dans le genre de la fantasy, avec des histoires très oniriques, alors souvent avec un petit côté horrible, mais pas toujours, avec une forme de poésie aussi. Lovecraft a écrit de la poésie. Plus curieusement, il y a un auteur comme William Hodgson, qui est assez oublié maintenant, mais qui est un auteur important, que Lovecraft découvre sur le tard. Sauf que quand, par exemple, Lovecraft écrit Dagon à la fin des années 1910, il n'a pas encore lu les canaux du Glencarrick de Hodgson, et les premières pages se ressemblent énormément, avec des personnages qui marchent sur un rivage désolé, d'une terre qui a émergé récemment, et puis qui sent étrangement, etc., et qui vont trouver des trucs plus ou moins horribles derrière. On a ce genre de thème qui, en fait, Lovecraft se trouve partagé avec Hodgson. Hodgson a été marin et a détesté cette expérience, et la moitié des récits horrifiques de Hodgson sont liés à son expérience de la mer, l'horreur tropicale, la chose dans les algues, les pirates fantômes, sont complètement dans un esprit où on sent que le gars n'a pas gardé un très bon souvenir de son passage comme matelot. Mais aussi La Maison au bord du monde, où on est dans une forme d'horreur cosmique, où un personnage dans une maison abandonnée qui se retrouve un peu au confluent d'espace et de temps et a des visions du futur. Et ça, c'est déjà lire La Maison au bord du monde en se disant que ça date d'avant Lovecraft, et que quand Lovecraft écrit ses plus grandes pages, il ne connaît pas encore ce texte-là, c'est assez impressionnant. En fait, Lovecraft, quand il écrit, ne connaît de Hodgson que Carnaty, le chasseur de fantômes, qui est absolument... Alors c'est vachement sympa, Carnaty, le chasseur de fantômes, mais c'est complètement indigne du reste de la production de Hodgson. C'est quelque chose de formulatif, avec un type qui a un pentacle électrique pour attraper les fantômes. C'est Ghostbusters avant la lettre. Lovecraft détestait assez cordialement cette série, qui trouvait que c'était vraiment du fantastique de bazar. Et il ne découvre les grandes pages de Hodgson que nettement plus tard, dans la deuxième moitié des années 20. Et là, trouve une parenté avec cet auteur. Lovecraft, c'est aussi de son vivant toutes sortes d'auteurs qui vont se revendiquer de son amitié et qui vont justement faire du mythe de Cthulhu une œuvre collective, et donc des auteurs dont certains sont restés dans l'histoire de la pop culture. Alors, on a peut-être un peu oublié Catherine Lucille Moore, qui est l'autrice de Northwest Smith, le pilote de l'espace, qui est du Conan le Barbare dans l'espace, écrit dans les années 20, mais qui a influencé des œuvres comme Star Wars. James Blish n'a pas forcément écrit dans le domaine de l'horreur Lovecraftienne, mais ils étaient amis, et Blish est un très grand auteur de SF des années 40 à 60. Robert Bloch et Lovecraft se sont entre-assassinés mutuellement par nouvelle interposée.
Bloch est aussi l'auteur de Psychose, l'œuvre qui fait que vous avez peur de prendre la douche, et ainsi de suite. Et par la suite, il y a énormément d'auteurs qui se sont revendiqués de Lovecraft, à commencer par Stephen King, qui va recycler pas forcément les grandes envolées lyriques de Lovecraft sur l'horreur cosmique, mais le côté petite ville de Nouvelle-Angleterre sur la côte, qui est aussi un des tropes de l'univers Lovecraftien. Donc on a cette image de Lovecraft assez austère. En fait, Lovecraft, c'est une austérité en trompe-l'œil. Lovecraft était quelqu'un qui écrit des choses épouvantables. Ces personnages deviennent soit morts, soit fous, soit fugitifs, etc. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Mais c'est un humour assez anglais, un petit peu à froid. Mais quand il écrit, par exemple, l'histoire du Necronomicon, donc à force de faire des références à un ouvrage maudit qui était le Necronomicon, écrit par un arabe fou au 7e siècle, et à force de donner une crédibilité dans ses œuvres, à tel point que certaines personnes croient à l'existence de cet ouvrage, et puis à force que ses collègues, avec sa bénédiction, recyclent cette image dans leurs propres nouvelles, ils ont donné une crédibilité à ce bouquin, et Lovecraft, à un moment donné, écrit la notule d'encyclopédie du Necronomicon, donnant les indications bibliographiques très précises de où se trouvent les derniers exemplaires de l'édition latine, etc., etc., qui crédibilisent le truc, mais qui sont en fait une grosse blague. Et quand il s'entretue avec Robert Bloch, c'est de façon extrêmement joviale, en fait. Il s'amuse. Hello, hello. Ce sont des gens qui s'amusent énormément avec leur création. Lovecraft est quand même l'auteur qui dit qu'un bon conte fantastique doit être écrit avec tout le sérieux qu'on met dans un bon canular. Et donc, ce côté, pour donner de la crédibilité, si vous voulez faire croire à quelqu'un à l'arrivée des extraterrestres dans votre champ, par exemple, vous allez mettre les moyens, des lampes, etc. Lovecraft, quand il écrit et veut faire croire à ces ruines perdues en Australie ou dans l'Antarctique, va donner extrêmement d'indications, va se documenter pour faire croire à tout cela. Lovecraft s'est resté aussi par une esthétique Lovecraftienne qui est basée de monstres glaireux, tentacules. Alors, ce n'est pas le premier à utiliser le poulpe comme motif horrifique, hein, le truc sans aller jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Enfin, vous lisez Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, et qui est d'ailleurs la première occurrence du mot pieuvre dans la littérature française, parce que c'est du patois normand. Victor Hugo, quand il a dessiné de très beaux poulpes, Victor Hugo met en scène la pieuvre comme monstre horrible. Jules Verne utilisera le calamar géant. Lovecraft va s'inscrire dans cette tradition. Mais il va pousser les potards pour en faire quelque chose d'autre. On a tendance à réduire Lovecraft à cette esthétique. Comme je le disais, c'est aussi une esthétique de la petite ville très ancienne, enfin, selon les critères américains. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même des choses qui datent de l'époque carolingienne. Bon, très ancien pour Lovecraft, ce sont des choses qui datent de l'époque coloniale, donc des colons du Mayflower et du siècle qui a suivi, donc entre 1650 et 1776, la Révolution américaine. Lovecraft dit d'ailleurs, et on n'a jamais su s'il était sérieux en le disant, que voilà, la civilisation a commencé à partir à volo le jour où on a abandonné le port de la perruque poudrée. Lovecraft était quelqu'un d'extrêmement, et ça c'est les côtés obscurs du personnage, quelqu'un d'extrêmement, surtout dans sa jeunesse, extrêmement conservateur au point d'être réactionnaire. Il était extrêmement raciste, même pour l'époque. On a tendance à dire oui, mais l'époque voulait ça. J'ai eu à traduire quelques lettres de Lovecraft assez... Enfin, j'étais pas fier en travaillant, quoi. Et en même temps, c'est un auteur qui a une énorme influence sur l'horreur. Michel Houellebecq, dans sa biographie de Lovecraft, alors qui est très discutable on sent que Houellebecq se projette énormément, il découvre Lovecraft et se projette dedans en disant, voilà, quelque part c'est son frère par l'esprit. La biographie de Lovecraft par Houellebecq nous renseigne beaucoup plus, qui est un de ses premiers livres, nous renseigne beaucoup plus sur ce qu'allait devenir Houellebecq par la suite que sur Lovecraft. Mais il met néanmoins le doigt sur quelque chose d'important, qu'une des clés de lecture, c'est pas la seule, mais une des clés de lecture de Lovecraft, c'est la peur de l'autre. Et que cette peur de l'autre, la peur de l'étranger, etc., il va la magnifier, la sublimer dans son œuvre, ce qui fait qu'on peut ne pas savoir, enfin
beaucoup de lecteurs de ma génération ont lu Lovecraft sans avoir accès à ses côtés beaucoup plus négatifs. Et l'œuvre de Lovecraft dépasse ça. Donc le côté de choses, l'idée qu'il y ait dans le monde des choses extrêmement anciennes, extrêmement étranges, qui sont sous la surface des choses et dont la découverte pourrait faire vaciller notre conception du monde. Ce qui est très drôle, c'est que Lovecraft, qui est un personnage réactionnaire et très passéiste, est aussi quelqu'un d'étonnamment moderne dans certaines de ses thématiques. C'est-à-dire que c'est un des premiers auteurs de fantastique, un des premiers auteurs d'imaginaire à utiliser clairement dans son œuvre des références à la relativité d'Einstein. La relativité générale d'Einstein, c'est 1919, entre 17 et 19, la publication. Dès les années 20, Lovecraft utilise ça, l'idée d'un espace-temps courbe et de ce genre de choses, de géométrie particulière de l'espace-temps, qui induisent des déformations, des choses qui... des accès à des choses étranges et par-delà le monde. Ça, c'est extrêmement moderne. Il est à la pointe de la compréhension, enfin de la pointe de l'utilisation de la science de son époque, à une époque où il y a une plaisanterie entre physiciens. On demandait à Arthur Eddington, est-il vrai que seules 3 personnes comprennent vraiment pleinement la théorie de la relativité d'Einstein au tout début des années 20 ? Et Eddington répond, ouais d'accord, il y a Einstein, il y a moi, qui est le 3e type ? Donc, et il va de soi que quand on lit ce que dit Lovecraft de la relativité d'Einstein dans ses textes, dans ses lettres, etc., qu'il n'a pas tout compris, bien évidemment. Après, qui ici peut se vanter d'avoir pleinement compris J'étais à une conférence d'Aurélien Barraud, il fait « ouais, le tenseur d'espace-temps, regardez », qui nous écrit l'équation du tenseur d'espace-temps einsteinien en disant « regardez, en fait, à part la partie au milieu, c'est du niveau 3e, c'est un rapport de proportion. » Je dis « ouais, mais la partie au milieu, c'est une parenthèse comme ça. Moi, je n'ai pas le niveau en maths, et même dans la salle, on n'était pas tous, les gens n'étaient pas nombreux à avoir le niveau en maths. Tant pis. Lovecraft s'empare de ça, il s'empare des recherches de Hubble, Edwin Hubble, qui à l'époque commence à mesurer les distances avec les galaxies et le mouvement des galaxies les unes par rapport aux autres. Et que là, on comprend en fait quelque chose dont on se doutait, mais on comprend les dimensions réelles de l'univers. Et on commence à parler en millions d'années-lumière. À l'époque, c'est des publications de 1926. Lovecraft, qui dès sa jeunesse s'intéresse à l'astronomie, et au fait de ça, et il va introduire ça dans sa fiction. Ces espèces de gigantesques gouffres de temps et d'espace vont être partie intégrante. Et on est chez Lovecraft. Je vous disais qu'on va aller de proche en proche dans plein de directions culturelles. Lovecraft, c'est la version au XXe siècle du vertige pascalien, le silence éternel des espaces infinis qui m'effraie. Le truc, l'univers de Pascal qui lui fait si peur, est un univers circonscrit à quelques milliards de kilomètres. C'est à peu près la dimension qu'on a à peu près mesurée à l'époque de Pascal. Là, à l'époque de Hubble, on commence à mesurer en centaines de millions d'années-lumière, voire en milliards d'années-lumière. Donc, et Lovecraft n'y voit pas un motif d'inquiétude existentielle. Il en tire la conclusion très froide que l'homme est un minuscule grain de poussière dans un univers qui lui est indifférent. Pas la même chose. C'est-à-dire que l'univers n'en a rien à faire de nous. Et Lovecraft, plutôt que de basculer dans le nihilisme, fait c'est comme ça, à nous de survivre tant bien que mal, sachant que de toute façon, dans 4-5 millions d'années, nous-mêmes ne serons plus là. C'est acté dans son œuvre. Il décrit les civilisations d'insectes qui nous remplaceront dans un futur plus ou moins lointain. Et Lovecraft, donc du coup, après une éclipse, c'est-à-dire qu'à sa mort en 1937, il n'est pas publié autrement que dans des pulps, donc des revues sur très mauvais papier. Des revues, c'est vraiment de la littérature à 2 sous. Un pulp, ça vaut 10 cents. Bon, Weird Tales est un peu plus cher, il vaut 25 cents. C'est vraiment de la littérature de bas étage, on dirait de nos jours de la littérature de gare. Donc les pulps, c'est l'équivalent de l'époque des collections genre Gérard de Villiers ou ce genre de choses. Lovecraft en souffre d'ailleurs, parce qu'il sait que littérairement, il est au-dessus de ça. Et qu'un certain nombre de ses amis, Clark Ashton Smith, Robert Howard, etc., sont au-dessus du niveau de ce qu'il publie. Simplement, l'édition sérieuse à l'époque n'est pas forcément prête
à ce vertige Lovecraftien un peu nihiliste. L'édition courante n'est pas prête à le publier. Il faudra quelques années. Et ses premières publications en dur dans des collections à peu près accessibles sont, après sa mort, par des amis à lui, par des gens qui sont intitulés, d'ailleurs un peu frauduleusement, ses exécuteurs testamentaires, Auguste Terleff et Donald Vandrey, qui vont populariser le mythe de Cthulhu. Mais je brûle un peu les étapes. Lovecraft arrive en France alors qu'il est un peu oublié aux États-Unis et son souvenir est plus ou moins maintenu par tout petit. Arkham House est un tout petit éditeur. En France, il arrive dès les années 50, en fait, il y a des traductions en France, alors pas toujours des très bonnes traductions, qui vont fausser un peu l'idée qu'on aura de Lovecraft. Traduction 3-4 basée sur les éditions de Lovecraft par Derleth, qui sont parfois un petit peu fautives, mais qui vont intéresser des gens. De la même manière que dans les années 20, les surréalistes adoraient Fantomas en disant voilà, ça va très loin dans le surréalisme, ce qui n'est pas du tout l'idée des auteurs de Fantomas, mais Breton et les autres s'amusent à lire Fantomas comme des espèces de manifestes surréalistes. On a des gens comme Cocteau qui vont s'intéresser à Lovecraft dans les années 50. Et donc on aura le très prestigieux Cahier de Lerne qui, dans les années 60, consacrera un bouquin qui fera autorité pendant longtemps sur Lovecraft. Sachant qu'à l'époque, les lettres de Lovecraft n'ont pas été publiées, on n'a du personnage que ce qu'on publie les éditions Arkham House. Et donc les études Lovecraftiennes ont fait beaucoup de progrès depuis, notamment grâce à S.T. Joshi et des personnages comme ça qui ont été revoir les manuscrits quand ils existaient, décortiquer les lettres, dépouiller tout ça et produire des biographies sérieuses de Lovecraft. Et donc, en bande dessinée, le truc, par exemple, les Français vont s'y intéresser. Ça, c'est une page qui date des années 60. C'est les tout débuts de Philippe Drouillet. Donc, on n'est pas encore au très haut niveau des splendeurs délirantes de Drouillet, mais Drouillet va être un des auteurs extrêmement influencés par Lovecraft. Beaucoup d'auteurs, de toute façon, de nos jours, et vous en verrez peut-être quelques-uns ce week-end, je pense à Gilberto Villarroel ou d'autres. Moi-même, j'ai écrit des pages Lovecraftiennes de façon tout à fait délibérée, mais aussi beaucoup d'auteurs qui vont être influencés par Lovecraft, par cette conception un peu nihiliste de l'univers. Lovecraft finit par d'ailleurs intéresser même les Japonais. Alors bon, quand les Japonais mettent du tentacule dans des histoires, c'est pas toujours tout à fait dans un esprit qui est celui de Lovecraft, mais des auteurs comme Gutanabe vont complètement utiliser l'esthétique Lovecraftienne. Mais Kiyazamiya, quand il fait Silent Mobius, ces kaijus sont quand même extrêmement Lovecraftiens. Lui, il met dans un contexte SF avec des guerrières armées de lasers qui vont les défoncer, mais c'est quand même, il y a quelque part un état d'esprit assez Lovecraftien chez Asamiya. Aux États-Unis, bien évidemment, l'exemple type, c'est Hellboy. Il y a d'ailleurs, je n'ai pas mis dans les cases, mais il y a dans le Batman Hellboy Starman, à un moment, personnage de Starman de James Robinson, qui est un type qui collectionne les vieilles revues, les vieux jukebox, etc., donc qui collectionne aussi les vieux pulps, voit apparaître au-dessus de la forteresse des nazis une espèce des créatures, des tentacules, un projecteur, machin, et il fait, mais dis donc, il fait Hellboy, dis donc, mon gars, c'est pas tout repompé sur Lovecraft, ton truc. Et Hellboy lui balance un petit regard en coin en lui disant, mais tu sais, Lovecraft savait des trucs. Ce qui aurait fait rire Lovecraft le premier, puisque Lovecraft, je vous parlais de son nihilisme, c'est quelqu'un qui professait un matérialisme extrêmement radical en termes philosophiques, et donc qui justement ne croyait en rien, et surtout pas à ses propres créations. On a, voilà, et puis Lovecraft devient, je vous parlais des côtés obscurs de Lovecraft, là, dans le Authority et Planetary de Warren Ellis, nous avons un écrivain qui n'est pas nommé, mais qui habite dans le Rhode Island, et qui appelle un investigateur du paranormal parce qu'il a trouvé des espèces d'œufs dans sa cave. Et là, Monsieur Snow, je crois que ce sont des œufs de nègre. Et donc là, on parodie le côté... Alors, Lovecraft était violemment raciste dans ses paroles et ses écrits. Il n'a jamais eu le moindre acte dans ce domaine-là. Et là, bien évidemment, les amateurs de Lovecraft trouvent la caricature un petit peu forcée. D'un autre côté, on reconnaît tout de suite le personnage. Et si cette caricature fonctionne, c'est bien qu'elle a aussi un fond de vérité. Donc Lovecraft est devenu, par la force des choses, une des
allez, je vais risquer une analogie, une entité de notre panthéon culturel. Ce qui l'amuserait beaucoup, forcément. Mais donc Lovecraft ne part pas de rien. Quand j'écris le dossier Arkham, quand Gilberto Villarroel fait Cochrane versus Cthulhu, quand plein d'autres auteurs jouent avec, quand Karim Berouka écrit Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, on fait un jeu de référence. De référence à Lovecraft, de référence à d'autres auteurs, de référence à tout un univers imaginaire dont Lovecraft n'est qu'une partie, importante, mais est une partie. On joue le jeu de la référence. Lovecraft est devenu une référence en soi. Mais vous lisez Lovecraft, Lovecraft fonctionne déjà comme ça. Le Tekelili des montagnes hallucinées, il sort d'Edgar Poe. Un certain nombre d'ambiances de Nouvelle-Angleterre dans les récits qui se déroulent dans tous les petits villages, les villages paumés, où les habitants ont vaguement dégénéré, etc. Lovecraft s'amuse à reprendre aussi des tropes qu'il a repris chez Nathaniel Hawthorne, qui a vécu un siècle avant lui, qui était un des grands auteurs, un des très grands auteurs de Nouvelle-Angleterre, l'auteur de La Lettre écarlate, c'est peut-être son œuvre la plus connue, ou de La Maison aux sept pignons. C'est un auteur très important des lettres américaines, beaucoup moins connu chez nous. Mais quand on dit le style littéraire de Lovecraft est daté, c'est vrai, on lit Lovecraft maintenant, c'est pas forcément simple à lire, et on se dit, voilà, c'est pas tel texte à un siècle, oui, bah, c'est normal que ce soit daté. Oui, c'est déjà daté à son époque. C'est-à-dire que Lovecraft essaie d'écrire comme Edgar Poe, comme Melville, comme Hawthorne, qui sont des gens qui vivent jusqu'à un siècle avant lui. Et il le fait délibérément, parce que c'est ça qu'il aime aussi, et ça donne une patine à son œuvre. Plus on avance dans le temps, d'ailleurs, plus il va abandonner cette coquetterie littéraire-là, et les montagnes hallucinées, par exemple, un de ses plus longs textes et un de ses très grands textes de la fin est un texte beaucoup plus moderne dans son écriture, qui a un côté, qui a une écriture presque journalistique par moment. C'est intéressant de voir qu'il n'est pas cantonné à la caricature qu'on en fait. Si j'ai mis cette image-là, vous connaissez peut-être, alors c'est plus très connu, Roerich, un peintre du début du siècle dernier, qui a beaucoup travaillé sur la montagne, le Tibet, etc. Je parlais des montagnes hallucinées. Lovecraft décrit clairement les espèces de constructions, sons des constructions ou une cristallisation de la roche ou quelque chose que les gens voient dans le lointain. Il décrit ça comme des peintures de Roerich. Il va utiliser des analogies picturales, décidément je bafouille, des analogies picturales de ce genre-là pour étayer, pour créer de l'imagerie. Comme il ne sait pas forcément qui va l'illustrer dans les magazines, surtout que Les Montagnes Hallucinées n'est pas sorti dans Weird Tales, qui était le magazine dans lequel il publiait le plus, mais dans un magazine où il avait moins ses habitudes, il ne savait pas forcément qui allait l'illustrer. Il donne des éléments très visuels pour pouvoir décrire, pour que les gens puissent voir précisément ce qu'il décrit. On caricature souvent Lovecraft en disant c'est l'auteur de l'indicible. C'est vrai que sur certains de ses textes, il s'ingénie à ne pas décrire. La couleur tombée du ciel, c'est une couleur improbable qui émane d'un puits, qu'il est incapable de décrire puisque c'est une couleur pas de ce monde. Dans les montagnes hallucinées, les scientifiques trouvent des spécimens de créatures plus anciennes que l'homme. Là, on a droit à l'autopsie de la créature avec une description méticuleuse, ondure des ailes, etc., un rapport d'autopsie très complet. Donc il y a chez Lovecraft des périodes, des changements de style qui vont passer par de la référence de ce genre-là, ou de la référence directe, comme je disais, à des auteurs qu'il a aimés. Des auteurs, par exemple, comme Arthur Machen, le grand dieu Pan, qui va être un des premiers à avoir cette idée d'une divinité ancienne et païenne. Machen est plus Machen est croyant et plus dans une logique catholique, mais va imaginer que des divinités très anciennes et païennes, des forces de la nature, existent encore dans le sous-sol anglais et qu'il est possible de les réveiller. Et que le contact avec ces choses-là va faire vaciller la raison des gens qui les rencontreront. On est en 1894. Lovecraft a 4 ans. Et Lovecraft, quand il l'écrit, connaît le travail de Machen et d'autres auteurs de ce genre-là. Donc c'est des choses qui vont infuser dans son œuvre. Et il va y faire référence plus ou moins directement. Là,
la grosse intégrale que Mnemos vient de sortir des œuvres de Lovecraft, comprend notamment le Horreur et surnaturel en littérature, qui n'était pas réimprimé depuis longtemps, qui est le texte où il fait une monographie très précise sur l'horreur, comme son titre l'indique, l'horreur et le surnaturel en littérature, en analysant Machen, les contes fantastiques de Hawthorne, Maupassant. Il a lu Maupassant au moins pour partie et va en tirer des analyses. Et si on relit le Horla maintenant, il y a des aspects, enfin le côté, l'ombre de la folie qui rôde, la menace invisible, etc. Le Horla est quelque chose d'assez Lovecraftien. Borges disait dans un texte resté célèbre, chaque grand auteur crée ses précurseurs. C'est-à-dire que rien ne rapproche Hawthorne, Machen, Maupassant et, mettons, William Oxon. Il y a une chose qui les rapproche, mais qui vient après eux, c'est Lovecraft. On va les lire maintenant comme des précurseurs de Lovecraft, mais eux-mêmes s'ignoraient mutuellement, pour la plupart, et écrivaient dans des choses différentes. Lovecraft va agréger à lui toutes ces influences-là, comme tout auteur. Hein. Tout écrivain commence par travailler sur les tropes, les choses qui l'ont marqué, et va faire son mix. J'utilise souvent l'analogie du chaudron de sorcière. C'est-à-dire que on va dans nos premiers textes, un auteur va mettre tous les trucs qu'il trouve cool, tous les machins qui l'ont marqué, toutes les choses, les effets de style des auteurs qu'il aime, et puis il va mélanger ça, et il faudra peut-être quelques bouquins pour en faire son style à lui, qui devient reconnaissable, qui devienne son univers, mais chacun va bâtir sur les épaules des autres. Hein. C'est l'ancienne image des nains sur les épaules de géants. Lovecraft est parfaitement conscient et parfaitement au clair avec cette notion. Il se revendique même quand il y a des auteurs qui posent au génie et qui disent « voilà, le truc j'ai tout créé tout seul ». Lovecraft, non. Il reconnaît parfaitement ce jeu d'influence et ses dettes littéraires et artistiques. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a une honnêteté à mettre au crédit du personnage de cette façon de repenser. Donc, Edgar Poe aussi, il y a des textes... je voulais citer une nouvelle d'Edgar Poe précise, je ne l'ai plus, mais ce n'est pas grave. Mais de toute façon, dans plein de textes d'Edgar Poe, ont influencé Lovecraft, qui était un des lecteurs voraces de Poe. Et il y a aussi ce côté aller chercher l'horreur dans du détail, dans des petites choses. Et puis une écriture qui est particulière à Poe, qui fait qu'il est assez peu apprécié dans le domaine américain, parce qu'on trouve son écriture extrêmement empesée aux États-Unis. Et en France, en fait, on lit Poe grâce à la traduction de Charles Baudelaire, et qui a retravaillé, en fait, il y a une traduction relativement libre, de la même manière que, plus tardivement, les ouvrages qui ont le plus marqué de Van Vogt, grand auteur de SF des années 40 à 80, les ouvrages de Van Vogt qui ont le plus marqué les lecteurs français sont curieusement ceux qui sont traduits par Vernon Sullivan, alias Boris Vian. C'est peut-être pas totalement un hasard. On a un texte très important, et là vous verrez ce week-end Christophe Thiel qui a réédité ce texte-là, qui était perdu, enfin qui était inédit en français depuis longtemps, ou qui n'avait été publié que de façon parcellaire, Le Roi en jaune de Chambers. Les amateurs de séries télévisées auront repéré les références au Roi en jaune dans la série True Detective, dans la première saison de la série True Detective. Dans Chambers, on a cette construction un peu en kaléidoscope, où on a des petits bouts des références à un texte, Le Roi en jaune, une pièce de théâtre, qui, quand on la joue en entier, tu prends des notes, tu vas encore te ruiner en bouquin, mec. C'est pas sérieux. Et après, ça va encore être de ma faute. Le Roi en jaune, je l'ai déjà, cherche pas. Ah bon. Non, mais je te vois prendre des notes fébrilement, je m'inquiète. Je m'inquiète pour tes étagères. Oui, non mais, pour la postérité. Le Roi en jaune de Chambers, c'est des petits textes indépendants les uns des autres, mais dans lequel on a ce livre, cette pièce de théâtre qui rend fou, et on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans, et puis des références plus ou moins lointaines au truc, et puis certaines nouvelles relèvent de la science-fiction et de l'anticipation pure, avec des références à un eugénisme du futur ou des choses comme ça. Puis d'autres sont des petites pastilles extrêmement Lovecraftiennes. Il y en a une dans les rues de Paris, avec un étudiant dans sa mansarde, etc. Oui, c'est le truc, il est difficile, la description que fait Chambers de ces petites rues, etc., il est difficile de ne pas penser à la musique d'Eric Zann,
qui se passe dans une ville pas forcément précisée en France, dans une rue qui n'existe pas, et d'ailleurs que le narrateur ne retrouve pas à la fin, mais où, pour une fois, Lovecraft quitte sa Nouvelle-Angleterre adorée pour placer son texte à Paris. Sachant que Lovecraft lisait Le Roi en jaune, je vois des traces, j'imagine que je ne suis pas le seul, je vois des traces du Roi en jaune dans la musique d'Eric Zann, qui est un des petits textes très courts de Lovecraft, mais qui est extrêmement marquant parce que là, on est encore une fois dans un texte où Lovecraft décrit ce personnage qui joue du violon à la fenêtre parce que la fenêtre ne donne pas sur la ville, mais sur un ailleurs, et que ces morceaux de violon sont là pour apaiser des choses qui sinon passeraient par la fenêtre. Donc c'est des... Voilà, le génie de Lovecraft est d'arriver à faire passer aussi des choses par des allusions de ce genre-là. Ces plus grands textes, quelque part, sont pas ceux avec les plus gros monstres globuleux, mais parfois des petites choses de ce genre-là qui sont extrêmement subtiles. Ou, texte que j'ai traduit récemment, L'Océan de la nuit, où on a juste un type qui est en villégiature à la fin de l'été sur une plage. Alors c'est un texte que... un des derniers textes écrits par Lovecraft, moins d'un an avant sa mort, coécrit avec Robert Barlow, qui aurait dû être son exécuteur testamentaire, et où ce gars-là passe la fin de l'été après une espèce de burn-out, va sur une plage dans une station balnéaire miteuse, où il évite même d'aller dans les restaurants parce qu'il trouve ça d'une vulgarité absolue. Il reste dans sa petite cabane au bord de la plage. Sauf qu'il y a peut-être quelque chose sous la mer à cet endroit-là. Enfin, la cabane est isolée, et puis il y a peut-être, il y a eu des noyades bizarres plus tôt dans l'année, et puis il ramasse des trucs étranges sur la plage, mais en fait, on ne voit jamais rien. Il y a des moments où, pendant une nuit de tempête, il distingue peut-être des silhouettes qui sortent de l'eau, mais c'est tout. Et en fait, il va rentrer chez lui, à la fin du texte, il rentre chez lui un peu paniqué, ne sachant pas si effectivement il a craqué encore plus que ce qu'il n'aurait cru, ou s'il y a vraiment des choses sous la mer, ou si son imagination lui a joué des tours, ou s'il y a peut-être des choses, mais qu'il a grossi démesurément. Et ces petits textes basés sur des micro-riens, sur des allusions, des choses comme ça, sont aussi une des grandes forces, sont aussi une des grandes créations de Lovecraft. Voilà, on a des couvertures de Hodgson, donc auteur qui a été oublié plusieurs fois, qui a été redécouvert plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, Hodgson avait été un tout petit peu publié dans les années 20. Après sa mort, il est mort en 1916 de mémoire. Il était photographe de guerre dans la Somme. Bon, il est mort comme ça. Hodgson a très peu été publié en français de son vivant, ou quasiment pas, un peu après sa mort. Et puis il est redécouvert. Notamment, les éditions Néo avaient publié énormément de Hodgson dans les années 80. Terre de brume en a réédité une partie. On est sur des auteurs qui... on voit, si Lovecraft n'a pas pu s'inspirer, ne l'a découvert que sur le tard, n'a découvert les grands textes de Hodgson que sur le tard, il n'a pas pu s'en inspirer directement. Il en est plus conscient sur ses derniers textes, mais quelque part, Lovecraft est déjà devenu Lovecraft, il n'a plus besoin de béquilles de ce côté-là. D'un autre côté, ça démontre aussi une chose à laquelle je crois profondément en culture, c'est que des choses sont dans l'air du temps. Et que ce n'est pas pour rien que, par exemple, les grandes mythologies du XXe siècle, je vous disais qu'on allait se balader un petit peu dans la pop culture et pas seulement dans la bande dessinée, que parmi les grands créateurs de mythologie du XXe siècle, pour moi, les 4 grands dans ce domaine sont Lovecraft, avec le mythe de Cthulhu, sont Tolkien, avec la Terre du Milieu, sont George Lucas, avec Star Wars, mine de rien, et Jack Kirby, l'auteur de à peu près 80% des super-héros que vous connaissez, et que l'image du mal chez Kirby, par exemple, c'est une planète, c'est la planète Apocalypse, qui est une planète surindustrialisée, concentrationnaire, etc., et qu'il y a cette inquiétude du modernisme chez Kirby. On la retrouve chez les 4 autres. Les grandes mythologies créées pendant le XXe siècle sont des mythologies qui questionnent le modernisme. C'est-à-dire que Tolkien et Isengard et Saruman et l'industrialisation de la comté, Tolkien est quelqu'un qui vit mal les changements de son temps, qui a vu en plus la mort industrielle. Il était dans la Somme à peu près au même moment que Hodgson. Je vous dis, tout se recoupe. Lucas, on a quand même des êtres primitifs qui mettent, ou des religions anciennes qui mettent la pâtée à des univers, à des puissances super industrialisées. Et Lovecraft, quelque part, on peut voir dans ces grandes créatures immenses
Et dans ces cités écrasantes, relisez Nyarlathotep avec les gens qui quittent la ville, enfin les Léviathans de Hobbes, les espèces d'immenses constructions sociales qui finissent par écraser l'homme. Et Lovecraft a vécu à New York pendant 1 an et demi et a très très mal. Lui, il venait d'une petite ville provinciale dont il connaissait chaque ruelle, il connaissait tous ses voisins. Vivre à New York dans un quartier cosmopolite et populaire pour quelqu'un qui avait déjà un problème de racisme, c'est une expérience très douloureuse. Il arrive à New York enchanté en disant « je vais faire de nouvelles expériences », il en repart complètement quasi incapable d'écrire. Il écrit pratiquement rien quand il est à New York, à part l'horreur à Red Hook, qui n'est pas un de ses très bons textes, et qui est un truc où il montre toutes les petites sectes d'immigrants vivant à Brooklyn, etc. Enfin, c'est un texte qui est qui est super intéressant par plein de côtés, mais qui est quand même assez gênant. Et qui, en plus, n'est pas un de ses très grands textes. Il rentre à Providence, dans l'année, il écrit notamment L'Appel de Cthulhu, il finit à La Recherche de Tiadat, etc., qui sont des textes immenses dans lesquels il s'est un peu purgé de cette expérience new-yorkaise. Mais le Cthulhu qui donne des cauchemars à l'homme et qui vient pour l'écraser, on peut le lire comme une image de la modernité, enfin des grandes sociétés humaines écrasantes, alors que, quelque part, l'idéal social de Lovecraft, c'est la petite communauté, la petite ville où tout le monde se connaît, c'est le village. Donc il y a ce côté intéressant, et Hodgson est aussi critique un peu de la modernité. On va repartir un peu en arrière, donc Lovecraft, jeune homme, et sur les... Donc j'ai beaucoup parlé de Lovecraft l'écrivain, et Lovecraft grand écrivain, ça commence, allez, on va dire, en 1919, il a quasiment 30 ans. Qu'a-t-il fait dans les années 1910 ? À part tenter de s'engager dans l'armée, et puis sa mère le rattrape par le paletot en lui disant « Oh mon fils, tu n'iras pas !» Et effectivement, Lovecraft est persuadé d'avoir une santé fragile, notamment par sa mère. C'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il va faire des balades dans les vieilles villes de la Nouvelle-Angleterre, va épuiser tous ses amis en marchant 10, 15, 17 km, pendant que les autres se traînent derrière. Et regardez, là, il y a le truc, cette église en bois date de 1712, etc., etc. Mais il était persuadé d'être de santé fragile. Ce jeune homme, en fait, va écrire des contes, la bouteille en verre ou des choses comme ça qu'on a, qui ne sont pas tous, c'est des contes de jeunesse. Il va déployer une énorme activité, et c'est là où on va se rapprocher un peu du thème que m'avait proposé Guillaume. Il va déployer une énorme activité dans la presse amateur. La presse amateur, c'est quoi ? Vous avez connu ça, les plus anciens d'entre vous. Maintenant, ça a disparu avec l'avènement d'Internet, quasiment. Les fanzines. On a tous connu des fanzines. Le truc, j'ai débuté dans des fanzines. Un certain nombre d'auteurs de bandes dessinées influents maintenant ont débuté dans des revues imprimées à 1000, 1200 exemplaires, enfin des choses de façon parfois très artisanale ou plus ou moins pro. Dès l'âge de 16 ans, Lovecraft publie en le renéotant chez lui. Alors, ce n'est pas une renéo, mais c'est des genres d'imprimantes à alcool qui se font à la roulette, etc., en écrivant ou en dactylographiant. Il publie un bulletin astronomique. Je vous disais que Lovecraft adorait la science, s'intéressait à l'astronomie. Et entre 14 et 16 ans, il commence déjà à publier des choses comme ça de son côté, qui donne une certaine petite notoriété dans son quartier, qui fait qu'il a ses entrées à l'Observatoire de Providence. Ce qui permet que il n'a pas fait de grosses études, il n'a pas le niveau en maths pour faire de l'astronomie en professionnel, mais les astronomes de Providence l'aiment bien et lui donnent accès à leurs appareillages, enfin lui expliquent des choses, le forment un petit peu. Il adore ça, et puis il publie des éphémérides, des choses comme ça. Petit à petit, il va publier aussi ses idées politiques et philosophiques dans une feuille de chou qui s'appelle le New Conservative, le nouveau conservateur, ce qui donne déjà un peu la tendance du truc. Et puis, il va publier ses premiers textes, et puis ceux de certains amis de son entourage, dans des revues comme ça. À tel point qu'il se fait remarquer qu'il commence à correspondre avec des gens, à lire les revues auto-éditées par d'autres gens de sa catégorie, et qui va se constituer un véritable réseau social, au risque de l'anachronisme, mais un réseau social de correspondants qui vont, pour certains, être des amis pour la vie. Il rencontre Samuel Neumann et Frank Belknap-Long dans ces circonstances-là. Comme c'est un garçon aussi assez organisé, il fait vers l'âge de 16 ans une dépression nerveuse qui,
en fait pointant le reclus de Providence, mais cette image qu'on a du reclus de Providence, elle n'existe que pendant 2 périodes de sa vie, sa dépression à l'adolescence et la toute fin de sa vie quand il a un cancer et qu'il est en train de crever et qui du coup il n'écrit plus, il reste enfermé dans sa chambre en ne sortant plus que la nuit parce que la lumière lui fait mal. Mais sinon, Lovecraft est loin de l'image austère qu'on a eue de lui pendant des années. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de gens, qui écrit à beaucoup de gens, qui voyage beaucoup, qui va à la rencontre et qui va dans des conventions, puisque ces journalistes amateurs se rencontrent. Et de la même manière qu'il y a eu pendant très longtemps un festival du fanzine à Poitiers, et il y a une fanzinothèque à Poitiers qui réunit par exemple tous les fanzines de bande dessinée, de rock, etc. Et bien lui, il rencontre des gens qui font des revues amatrices de poésie, dont Samuel Loveman, qui publie aussi des contes fantastiques, Frank Long, et puis d'autres gens, Sonia Green, qui va rencontrer comme ça, qui va devenir sa femme par exemple. Et là, on est dans quelque chose qui est même d'une qualité plutôt professionnelle. Là, le Unity d'amateur, qui va être publié, alors celui-ci n'est peut-être pas 18, il n'est pas encore, il est inscrit à l'association, mais je ne crois pas qu'il en ait encore pris la présidence. Il va devenir vice-président d'une de ces associations, puis président, et publier pendant un certain temps le bulletin officiel de l'association. Ce faisant, un énorme réseau donc, de correspondants. Le chiffre qu'on a donné longtemps, Lovecraft aurait écrit au fil de sa vie 100 000 lettres à peu près. Il est sans doute exagéré, mais il n'est pas absurde. C'est-à-dire qu'il écrit des lettres assez longues, c'est un épistolier compulsif, et il prend cette habitude en correspondant avec d'autres journalistes amateurs. Voilà à peu près à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur. D'ailleurs, là, on est sur quelle année? Je n'ai pas toujours trouvé les choses. Voilà, on a Pape, le bureau de la critique, c'est Samuel Loveman. Enfin, on retrouve un certain nombre de gens qu'on va retrouver dans l'entourage direct de Lovecraft. Il va attirer l'attention de gens qui vont à un moment le convaincre en disant « mais c'est très bien, enfin le truc, tu dépenses des sous pour publier tes machins, c'est à peine vendu, enfin c'est plus distribué, enfin hop, voilà, j'ai fait mon bulletin avec quelques nouvelles publiées par des amis. Bah oui, il y a telle personne que je connais qui fait le sien, bah plutôt que de le vendre et de toucher même 3 sous avec ce bulletin, bah tiens, tu m'envoies le mien, tu m'envoies le tien, je t'envoie le mien, etc. Il y a ce genre d'échange. On ne gagne pas sa croûte comme ça. Et un certain nombre de ses amis le convainquent de publier professionnellement. Et c'est là qu'il va arriver dans ce qu'on appelle les pulps. Alors, attendez, je n'ai pas organisé mes trucs comme j'aurais dû. Voilà, on va passer directement aux pulps. Il va publier dans les pulps. Et les pulps, c'est de la publication professionnelle, mais comme je disais, c'est de la littérature de gare. Le pulps le plus recherché à l'époque, enfin celui qu'un auteur d'imaginaire va viser, c'est Argosy. Il y en a quelques autres dans le genre qui sont des pulps d'aventure. Donc parmi les amis de Lovecraft, Robert Howard, l'ambition de sa vie sera de publier dans Argosy, et ce niveau de pulp imprimé très largement, qui publie du grand roman d'aventure, qui lorgne un peu vers le polar, vers l'action. Robert Howard est taillé pour. Lovecraft, beaucoup moins. Il va s'orienter vers un pulp qui s'appelle Weird Tales, qui est celui-ci. Et donc là, on a effectivement du Lovecraft, mais il n'est pas la vedette du magazine. On a aussi d'ailleurs Edmond Hamilton. Donc là, faisons un petit pas de côté. Edmond Hamilton, vous le connaissez tous, au moins pour sa création la plus connue, qui était le Capitaine Futur, connu chez nous sous le nom de Capitaine Flamme, qui était publié dans des pulps de ce genre-là. C'est aussi le mari de Leif Brackett, scénariste de l'Empire contre-attaque, de Rio Bravo, et dans sa série Le Loup des Étoiles, publiée dans les années 60, le créateur de Han Solo. Parce que vous regardez, vous lisez Le Loup des Étoiles, vous avez un pilote de vaisseau spatial poursuivi par ses anciens alliés, dont le copilote est une brute au grand cœur qui lui doit la loyauté. Je ne veux pas dire, et là on est dans les années 60, bon, il y a eu une marmite de sorcière de George Lucas quand il crée Star Wars. On a aussi Seabury Queen, auteur complètement oublié de nos jours, mais qui raconte des histoires d'investigateurs du paranormal, qui maintenant sont complètement datés. Lovecraft essaie d'en dire des choses gentilles, mais on sent que c'est du bout des lèvres, mais il se retrouve dans cette revue-là. Et assez rapidement, en fait,
Alors Hamilton, grand auteur pulp, certains de ses textes, Le Dieu monstrueux de Marmute, par exemple, de Hamilton, est assez Lovecraftien dans l'esprit. Très rapidement vont s'agréger dans Weird Tales des auteurs comme Catherine Moore, comme Robert Howard, comme Clark Ashton Smith, comme Frank Belknap Long, Auguste Derleth, etc., qui vont former l'épine dorsale de ce qu'on va appeler le petit monde de Lovecraft, en fait. Mais effectivement, bah voilà, ce genre de choses avec les sauvages qui attrapent les squaws par les cheveux ou ce genre de trucs, c'est pas du tout ce que Lovecraft cherche à faire. Il va jamais donner tellement dans le genre. Et du coup, comme Lovecraft est quand même un peu à part, alors il va attirer l'attention des lecteurs, mais il ne fera jamais la couverture de Weird Tales, par exemple. Il sera mentionné en couverture. Là, on a le Herbert West réanimateur, qui était un pur travail de commande pour être dans l'esprit du magazine, avec des histoires un peu de type qui invente une potion, enfin une piqûre pour ressusciter les morts, et puis ça tourne mal. La suite va vous étonner, comme on dirait sur Internet. Bon, mais il sera sur ce qu'on va montrer en couverture va être des machins plus bankable que Lovecraft à l'époque, qui est considéré par son rédacteur en chef. Alors le premier rédacteur en chef qu'il a aime son travail, mais dès lors que ça change, quand Lovecraft est à New York, on lui propose de reprendre la rédaction en chef parce qu'on sent qu'il est travailleur, on sait qu'il a de l'expérience dans la presse, ça veut dire déménager à Chicago. Son couple bat déjà de l'aile, sa femme est obligée de faire des allers-retours entre Cleveland et New York, c'est déjà compliqué, il se voit mal aller à Chicago. Il refuse. Bon, il y a des choses qui se passent. Attends, je vais déplacer, non, bouge pas. Voilà. Il va refuser la rédaction en chef de Weird Tales. Farnsworth Wright, qui reprend la rédaction en chef à sa place, lui, va refuser une ou deux fois l'appel de Cthulhu, par exemple, en disant c'est trop compliqué, ça, enfin, réécrivez ci, réécrivez ça. Il ne comprend pas le jeu littéraire auquel se livre d'histoires enchâssées les unes dans les autres, qui est très complexe, qui est extrêmement littéraire, qui est très sophistiqué et élaboré, auquel se livre Lovecraft dans l'appel de Cthulhu, et il va plutôt favoriser, on aura beaucoup plus en couverture, par exemple, voilà, du Conan. Parce que Conan, effectivement, alors Conan qui est né d'ailleurs d'une histoire refusée, hein, c'est le Par cette hache je règne, qui est une histoire de Cool le roi barbare, qui va être refusée par Farnsworth Wright, ou non, par Wright, que Robert Howard va réécrire vite fait, auquel il va rajouter un complot supplémentaire, enfin des éléments, et puis il va en faire une histoire d'un vieux roi vieillissant, ce qui est déjà cool dans ses aventures, mais qui va s'appeler Conan, et en fait, pendant les 5-6 années qui suivent, Conan va prendre de plus en plus de place dans l'œuvre de Howard et sur les couvertures de Weird Tales, parce que pour le coup, bah voilà, on a de la jeune femme dénudée, on a du gros barbare musculeux qui dégomme du monstre à coups d'épée, ça fait vendre. Les créatures de Lovecraft ne font pas vendre à l'époque. L'époque a beaucoup changé, hein, vous remarquerez. Vous mettez maintenant 3 tentacules en couverture, on dit « Ah, Lovecraft !» et on en vend plus que d'autres choses. Lovecraft ne fera que la couverture, par exemple, d'Astounding avec les montagnes hallucinées, par exemple. Et justement parce que des textes comme les montagnes hallucinées ou l'abîme du temps, Lovecraft n'est pas du genre à aller démarcher des éditeurs. Il est trop timide pour ça, enfin il n'est pas à l'aise dans l'idée d'aller se vendre. C'est quelqu'un qui a un rapport compliqué à l'argent, ce qui fait qu'il va crever dans une pauvreté épouvantable. Mais du coup, c'est souvent ses amis et correspondants qui le poussent ou qui vont aller contacter pour lui d'autres éditeurs, et notamment dans Astounding, où il va publier 2 très gros textes que Weird Tales n'a absolument pas les moyens de publier, enfin c'est trop long pour Weird Tales, et peut-être un peu trop science-fiction dans le traitement pour Weird Tales, et donc ce sera publié dans Astounding qui n'hésite pas à le segmenter en 4, 5, 6 épisodes. Les pulps, c'est quelque chose qui a disparu de nos jours. Il n'en reste que les rééditions de Catherine Moore, de Clark Ashton Smith, de Lovecraft et des autres. Le truc, c'est que le marché, dans les années 30, à l'époque où Lovecraft et Howard publient, c'est la forme populaire par excellence, la lecture qu'on va prendre avant de prendre le train, la littérature de gare, comme je disais, le machin qu'on prend le dimanche avant d'aller se poser sur la plage. Enfin, c'est vraiment un truc populaire,
qui va disparaître petit à petit. Il va rester quelques revues. Astounding et les pulps de science-fiction vont se maintenir sous forme de revues un peu plus luxueuses par la suite, qui vont publier les Heinlein, Asimov, etc., enfin, qui publient déjà à la fin des années 30, début des années 40. Quand Heinlein bosse pour l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà auteur relativement connu et ça fait partie des choses. Enfin, c'est pas encore l'US Air Force d'ailleurs, elle n'a pas encore été constituée, mais il travaille pour l'Air Force à mettre au point des scaphandres pressurisés qui vont servir pour les pilotes de chasse dans les jets et qui vont servir 15 ans plus tard pour les premiers astronautes. C'est un auteur de science-fiction qui met ces trucs-là au point. Je trouve ça intéressant. Avec Asimov, qui est dans le même labo que lui, il est déjà publié dans les pulps. Mais bientôt, ces auteurs-là vont avoir accès à de l'édition plus luxueuse. Ça n'a jamais été le cas de Lovecraft. Et au moment où Lovecraft meurt en 1937, le pulp est déjà sous la pente descendante. Le Weird Tales manque de s'arrêter à plusieurs reprises dans ces époques-là. Et le format, les imprimeurs de pulp et certains des éditeurs de pulp, notamment Timely Comics, vous connaissez Timely Comics. Alors, qui publiait un truc qui s'appelait The Avenger en 1938, des histoires de science-fiction. Dans les années 60, ça a changé de nom, ça s'appelle Marvel. Donc là, on commence, tu vois, je vais y venir aux comics, t'en fais pas. Après cette très longue digression, j'aime bien te faire rissoler là. Marvel, le truc, c'est des petits éditeurs qui vont en fait s'engouffrer dans un marché nouveau. Depuis 1933, en fait, ces mêmes imprimeurs réimpriment les comic strips, les bandes quotidiennes publiées dans les journaux. Et s'apercevoir qu'à un moment, ça devient trop cher, parce que les propriétaires de Popeye, de Flash Gordon disent « Ah oui, mais si vous voulez le réimprimer, non, non, là, vous faites des sous sur notre dos, maintenant, c'est temps. » Les gars vont embaucher le petit cousin qui s'est dessiné, un tel qui a commencé une école d'art mais qui s'est fait virer mais qui a un beaucoup de crayons et qui a des idées, etc. Et vont commencer, et le truc c'est que d'un coup, le marché, en 10 ans de temps, le marché va glisser. Quand Superman fait 600 000 exemplaires au bout de 2 ans d'existence et que Shazam arrive à 1 million ou 1,2 million, enfin Wiz Comics qui publie les auteurs de Shazam arrive dans les années 40 à 1 million, 1,2 million, au point que les éditeurs de Superman vont faire un procès à ceux de Shazam parce qu'en disant regardez, ils ont tout copié, il a des bottes et une cape et ils volent, c'est le même que nous. Procès qu'ils vont gagner, mais ils vont mettre 20 ans. Ça va glisser. Donc de toute façon, les auteurs qui ne vont pas réussir à basculer soit vers des revues plus prestigieuses, soit vers de l'édition en livre, vont un peu y laisser leur peau, quoi. Mais Lovecraft est déjà mort, et en fait, 1 an après la mort de Lovecraft, va arriver le dernier couloux du cercueil des pulps avec l'apparition, Lovecraft meurt en mars 1937, en juin 1938, qui apparaît? Quelqu'un a peut-être... juin 1938 ? Il est journaliste, voilà, Superman apparaît en 1938 et va de toute façon révolutionner, modifier complètement la structure de l'édition populaire aux États-Unis. Donc il y a des illustrations dans les pulps, alors qui sont parfois les auteurs ont lu les textes, parfois ils vont travailler à partir de ce que leur en a dit l'éditeur, je veux un truc avec du tentacule, avec ceci, avec cela. Parfois, il arrive aussi, c'est jamais arrivé à Lovecraft, il ne se serait pas prêté à l'exercice, mais que, on a une couverture qui est chouette, mais tiens, Bob, tu peux nous écrire là, une couverture avec un barbare qui dégomme un dragon, tu peux nous faire une histoire avec un barbare qui dégomme un dragon? Ah bah oui, ça, je dois voir ça dans mes cartons, je peux vous faire ça dans 15 jours, et vous l'avez. Et puis, donc, il y a notamment des auteurs comme Virgil Finlay qui vont s'emparer de cette imagerie-là et qui vont la faire perdurer aussi. Là, on est quand même dans du Cthulhu pur sucre, ou pur poulpe. Je parlais tout à l'heure des auteurs qui ont participé à Lovecraft. Il doit notamment beaucoup à Catherine Moore, avec lequel ils ont coécrit des cadavres exquis. C'est Catherine Moore qui appelle Lovecraft, d'ailleurs, pour lui annoncer la mort de Robert Howard. Ils sont assez proches. Oui, la Shambhala, qui est une retranscription spatiale du mythe de la Méduse. Mythe de la Méduse que Lovecraft a lui-même traité dans les boucles de la Méduse, qu'il a coécrit. Voilà, c'est des choses qui vont... Il se passe des motifs les uns aux autres. Donc on a Catherine Moore,
On a Clark Ashton Smith, pareil, auteur qu'on redécouvre régulièrement. Il a été beaucoup réédité dans les années 70, puis c'est passé un peu de mode, puis dans les années 80, Néo réédite du Clark Ashton Smith, l'édition la plus récente étant chez Mnemos. Smith est une espèce de synthèse entre l'exigence littéraire de Lovecraft, avec en plus, Smith est poète avant d'écrire du fantastique. Il aura une très brève carrière d'auteur fantastique. Il est poète publié, plutôt reconnu, primé, et il va, cette approche poétique va insuffler dans certains de ses textes. Et en même temps, il va développer des univers comme ceux de Robert Howard. Donc Zotique, par exemple, ça pourrait quasiment être du Conan le Barbare. Sauf que dans Conan le Barbare, il gagne à la fin. Ou si jamais il ne gagne pas, il arrive à s'en tirer vivant, même s'il a dû lâcher le trésor en cours de route. Chez Smith est plus proche de Lovecraft pour ça. Chez Smith, les héros finissent généralement très mal. Ou ceux qui ne finissent pas mal sont d'odieux scrapules, qu'on va peut-être revoir d'une nouvelle à l'autre. Mais si vous avez un héros au cœur pur, etc., chez Smith, ça commence mal pour vous. Et ça finira plus mal encore. Donc il y a ce côté nihiliste de... J'ai dit tout à l'heure que Lovecraft n'était pas nihiliste dans le fond. Il tirait de son matérialisme, il n'en tirait pas une forme de nihilisme. Il y a peut-être un peu plus de nihilisme chez Smith, mais qui est contrebalancé par une écriture extrêmement poétique. D'ailleurs, pour avoir traduit Smith, ça le rend même plus compliqué que Lovecraft à traduire. Lovecraft est alambiqué, parfois, mais il y a une tessiture de phrases qu'on maîtrise à peu près. Smith, avec son style extrêmement baroque, extrêmement fleuri, si on ne veut pas basculer dans le ridicule et le pompier, alors que ça ne l'est pas en VO, ça devient difficile. Traduction la plus difficile de ma vie, les quelques textes que j'ai eus. On a son copain Frank Belknap Long, Les chiens de Tindalos, texte qui est un texte important du mythe Lovecraftien, basé sur les géométries non euclidiennes, les angles, les espaces curieux. Pareil, Long, qui a fini comme auteur de SF plus que d'horreur, va utiliser les tropes nés de l'utilisation par les auteurs comme Lovecraft de la relativité einsteinienne. Il n'y comprend rien, c'est pas grave, il en fait un arrière-plan de ces histoires. Et Les chiens de Tindalos, c'est hyper bien dans le genre, c'est un très très beau texte. Long fait partie des correspondants new-yorkais de Lovecraft, et ça fait partie des gens qui empêchent Lovecraft de vraiment sombrer quand il est à New York. C'est un de ses meilleurs amis. Il va manger chez lui régulièrement, ils se retrouvent ensemble. Il y a souvent des soirées chez Lovecraft où Lovecraft fait monter des seaux de café. Peut-être des raisons pour lesquelles ceux qui me connaissent savent qu'il y a des raisons pour lesquelles j'aime cet homme. L'idée d'un gars qui fait livrer chez lui par la cantine d'en bas un seau de café pour être équipé pour la soirée avec ses copains, moi ça me parle énormément. Pour certains, c'est peut-être une horreur épouvantable, mais voilà, tiens, on reconnaît les vrais. Long fait partie de ces soirées comme Samuel Loveman, qui est pour le coup, Loveman n'est pas du tout un auteur fantastique, c'est un poète lui aussi. Et donc, voilà, à la mort, Lovecraft n'est publié que dans des pulps. À sa mort, voilà, Arkham House, donc la boîte de Derleth, va publier les contes du mythe de Cthulhu, l'horreur dans le musée, et surtout, tout ce qu'il a pu écrire vont mettre la main petit à petit sur tous les manuscrits de Lovecraft, donc ses articles, ses travaux sur le surnaturel, beaucoup de choses. Une partie des lettres, ils vont faire, ça prendra un dépouillement, parce qu'il faut voir, c'est pour ça que j'avais ça tout à l'heure, les pattes de mouche de Lovecraft, c'est quelque chose, c'est quand même... Et Lovecraft, bien évidemment, Derleth notamment, il disait, mais Howard, mais... essayez de taper vos textes à la machine, quoi. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour vous faire accepter par les éditeurs. Enfin, le truc, ils ont qu'à envoyer le machin à corriger, envoyer au typographe, et basta. Là, des machins comme ça, bon, là, c'est un brouillon, mais quand même, mes brouillons ne sont pas mieux en vrai. Ou sur une lettre à Robert Barlow, voilà, une représentation du grand Cthulhu de la main de Lovecraft lui-même. Là, les pattes de mouche sont un peu plus lisibles, ça va à peu près. Bon. Là, c'est normal qu'on ait un peu du mal. Là, mais on voit, c'est quand même, il a une graphie bien à lui, il écrit à la plume. Donc c'est élégant, mais c'est pas forcément simple. Donc tout ça va être réimprimé. Et en fait, ce qui va faire de Lovecraft le phénomène qu'on connaît maintenant, qu'est-ce que ça va être? Il y a une révolution dans l'édition qui arrive dans les années 60 et qui va permettre de faire revenir un certain nombre d'auteurs de ce genre-là. J'ai cité des auteurs, j'ai parlé de Robert Howard.
j'ai parlé de Tolkien, première édition du Seigneur des Anneaux, il aura fallu 10 ans pour en vendre moins de 500, je crois, quand ça sort dans les années 50, parce que c'est un petit éditeur confidentiel qui n'y croit pas vraiment, etc. Bon, le jour où un éditeur de poche voit un marché pour la fantaisie, le fantastique, etc., bah oui, le livre de poche va tout changer. Hop. Donc là, on a les textes de Lovecraft. Je ne vais pas aller tout de suite sur les comics. Voilà, on va avoir les sorties en livre de poche. Dans les années 60, qui vont amener Lovecraft à tout un tas de gens qui ne le connaissaient pas. C'est-à-dire que les auteurs de comics des années 50 vont faire de l'horreur. Et certains, les Wallace Wood, tous ceux qui viennent du pulp, l'éditeur de Batman dans Julius Schwartz, qui est l'éditeur de Batman dans les années 50, il a été l'agent littéraire pendant 6 mois, mais il a été l'agent littéraire de Lovecraft. Il a été éditeur de pulps. Mort Weisinger, qui était l'éditeur de Superman chez DC, a été éditeur de pulp aussi. Il a travaillé avec notamment Robert Howard. Mais ces gens-là ont connu Lovecraft, ont oublié le jour où Alan Moore, dans les années 80, alors Alan Moore, grand fan de Lovecraft, on en reparlera tout à l'heure, le jour où Alan Moore rencontre Julius Schwartz dans une convention et dit « Ah mais Julius, c'est vrai que tu as connu Lovecraft, il était comment en vrai ?» Schwartz lui répond « Mais qu'est-ce que j'en sais quoi, enfin, c'est un type que j'ai croisé, je n'allais pas retenir sa gueule pour au cas où un Anglais à la noix viendrait me poser des questions 50 ans plus tard dessus. Quoi. Donc le truc, ces gens-là ont oublié Lovecraft. Et l'horreur dans les années 50 dans les comics, donc les comics supplantent brièvement le pulp, notamment d'horreur, ils sont dans de l'horreur beaucoup plus courante. L'horreur que Lovecraft essayait de dépasser. Les histoires de fantômes, de tueurs en série, de choses comme ça, avec les contes de la crypte. Voilà, c'est le genre de truc, ça, on est un peu dans l'esprit d'un texte de commande de Lovecraft, Le Nécrophile. C'est pas un très bon texte, c'est vraiment un texte de commande, de coécrit d'ailleurs plus ou moins. C'est pas un très bon texte, on est sur des trucs qui sont... Alors, c'est vachement bien, les contes de la crypte. Hein. Et puis, il y a des dessinateurs d'exception. Les gens qui bossent dessus, les Al Williamson et autres, les Wallace Wood sont des super bons. Hein. Et ils s'amusent beaucoup. Tellement que dans l'Amérique prude des années 50, ça va poser problème. Parce qu'ils font de la bande dessinée pour adultes, mine de rien. Sauf que la bande dessinée, tout le monde le sait, surtout dans les années 50, c'est pour les enfants. Donc, il va y avoir des procès, il va y avoir des autodafés, de la même manière qu'il y a une panique morale sur le rock'n'roll à l'époque, on brûle des piles de disques dans les villages du sud profond, on va faire pareil avec les comics. Puis on va avoir des auteurs qui vont dire « Ah, la délinquance juvénile, maintenant on vous dit ouais, le rap et les jeux vidéo rendent vos enfants violents. » Alors, possible, etc. Mais bon, voilà, le truc, on avait exactement les mêmes, avec les mêmes arguments dans les années 50 pour les comics et le rock'n'roll. Le rock'n'roll, maintenant, on est bien d'accord, c'est une musique de vieux. La preuve, j'en écoute. Mais de base, les jeunes n'écoutent plus ça. Ils vont écouter du rap, ils vont écouter tout ce qui va énerver leurs parents. De la même manière que nos parents écoutaient du rock'n'roll qui énervait leurs propres parents. Et le jazz, il y a 100 ans, était une musique de pur voyou. Alors que maintenant, c'est une musique d'intellectuel. Et je ne vous parle même pas du tango. Lisez les trucs qui se disaient quand le tango arrive en France. C'était pas le Figaro à l'époque, mais les pages du Figaro sur le rock dans les années 60, vous avez les mêmes sur le tango, qui est un truc, une usine à dépravation, c'est épouvantable, c'est Rastaquouère qui viennent dépraver nos femmes. Tango, c'est le truc, vous faites une soirée tango, quelle sera la moyenne d'âge là-dedans? Je vous avais dit qu'on allait partir de Lovecraft pour aller dans toutes les directions. Mais le tango nous ramène à Borges, qui a écrit sur Lovecraft, tac, belle reprise de volée. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est tellement pris au sérieux ces histoires de comics qui dépravent la jeunesse qu'il y a une commission sénatoriale dont le président, c'est M. Kefauver, qui est aussi le patron de la commission anti-mafia. Donc parce que le truc, est-ce que les IC Comics, où il y a aussi des textes sur... si je connais dans le micro, ça ne va pas le faire, à faire des gestes. Les comics de guerre, où il y a des remises en question du patriotisme aveugle, etc., en pleine guerre de Corée,
est-ce que ce n'est pas même un complot communiste? Rendez-vous compte. Donc là, attention, ça devient immensément sérieux. Ce petit timbre, vous l'avez peut-être vu sur des Marvel Comics des années 60, sur des Batman, etc. Ça estampille le truc. Un comics avec le code, surtout dans les années 50-60, est garanti inoffensif pour papa-maman. Vous pouvez acheter un numéro de flash à vos enfants. Ils y apprendront des choses dans Flash. Il y a des petits flash facts où le truc, ah oui, on a utilisé le tourbillon d'atmosphère et ça marche comme ci, comme ça. Il y a une équation derrière pour vaincre le méchant. Et puis, ben voilà, on aura la grande période Port-Nawak de Batman avec les machines à écrire géantes et les trucs comme ça. Alors, c'est vachement bien. Hein. Dick Sprang sur Batman, c'est hyper bien. C'est peut-être pas tout à fait le Dark Knight de Christopher Nolan, hein, on ne va pas se mentir. Donc, à ce niveau-là, Lovecraft est complètement un grand oublié des comics. Donc, Lovecraft et les comics, ah bah tiens, voilà, dans les comics des années 50, il n'y a pas Lovecraft. Simple. Donc voilà, la conférence est terminée, merci, rentrez chez vous. Et donc, avec parce que Kirby lisait Lovecraft quand il était jeune, mais il n'est pas... Jack Kirby, qui a créé Captain America, les Quatre Fantastiques, lui, n'aime pas spécialement les comics d'horreur. Quand on lui demande de faire du comics d'horreur, ça va être le démon dans les années 70, tiens, un comics de super-héros avec juste du surnaturel dedans. Ce sera absolument pas horrifique. Quand ses petits copains créaient la créature des marais à cette époque-là, qui est beaucoup plus horrifique. L'invasion de Lovecraft un peu partout, et des autres, parce qu'on a aussi, voilà, Robert Howard est redécouvert à la même époque, et puis, bon, comme il y a les couvertures de Frazetta et de gens comme ça qui sont un petit peu des cadors, bah, ça aussi, ça amène à vendre, font que la jeune génération, les premiers auteurs de comics des années 40-50, sont des gens qui ont fait leur culture dans les pulps, mais qui ont cherché aussi, avec les problèmes du début des années 50, ont essayé de donner des lettres de noblesse. Kirby va, dans les années 50, faire notamment des histoires sur la conquête spatiale extrêmement réalistes, Sky Masters, ou des adaptations de grands classiques littéraires. Parce qu'il faut redonner des lettres de noblesse aux comics, et voilà, mettons les Trois Mousquetaires ou Hamlet, ou ce genre de choses en comics. Voilà, le comics redevient un truc un peu sérieux. Ils ont besoin de se détacher de ça. Fin des années 60, les éditeurs historiques, Schwartz et Weisinger, commencent à prendre leur retraite, à être appelés à d'autres fonctions. Il y a d'autres éditeurs plus jeunes qui prennent les commandes. Chez Marvel, c'est le moment où Stan Lee cède la place à Roy Thomas, notamment. Des gens plus jeunes qui biberonnent à ça et qui vont, Roy Thomas va imposer en 70, va dire, mais là, Conan le barbare, génial, là il y a du truc à se faire, les super-héros ont un petit peu un creux de vague, Kirby vient de se tirer, ça devient un peu difficile. Si on veut renouveler le catalogue, faisons Conan le barbare en comics. Et dans Conan le barbare, il peut avoir du gros monstre globuleux, du gros monstre Lovecraftien, sauf qu'ils ont acheté les droits de Conan et pas ceux de Lovecraft. Donc si vous voyez des références à des monstres Lovecraftiens dans des comics de Marvel des années 70, ce ne sera pas de la mythologie Lovecraftienne, ce sera de la mythologie howardienne, et c'est tout à fait autre chose. Attention, ne confondons pas tout, même si on a Tsatsogo et les autres. Du moment que c'est apparu dans une nouvelle de Lovecraft, de Howard n'importe où, si Lovecraft cite Cthulhu, vous voyez, c'est de la mythologie howardienne. Donc, on est dans les petits arrangements de Marvel Comics. Donc, on a, en France, Druillet va s'amuser à adapter le Necronomicon. Chez DC, je vous parlais de Marvel, chez DC, ça va être un peu plus subtil, mais des gens comme Denis O'Neill et les autres vont créer l'asile Arkham pour psychopathes dangereux. C'est un truc qui apparaît tardivement, je crois que c'est 72 ou 73, l'asile Arkham dans Batman. C'est un machin qui nous semble tellement évident dans l'univers de Batman qu'on pense que c'est là depuis le début, comme Alfred, paru à la fin des années 40. Enfin, si Gordon est apparu dans le premier épisode de Batman, mais plein de choses qui nous semblent complètement appartenant au mythe de Batman sont des machins qui sont ajoutés relativement récemment. Le dinosaure dans la Batcave, le T-Rex de la Batcave, est beaucoup plus ancien que l'asile Arkham, par exemple. Et l'asile Arkham, où on enferme les fous dangereux, sachant que la folie, les deux parents de Lovecraft ont fini à l'asile, donc cette peur de devenir fou est un truc qu'il a hanté toute sa vie. C'est un des trucs qu'il a mal vécu à New York. Il dit « cette ville me rend fou, c'est pas bon, quoi. Enfin, le truc que je vais finir comme mes parents, ça le terrorise ».
quand il rentre à Providence et qu'il écrit l'affaire Charles Dexter Ward, ceux qui l'ont lu, bah, lisez-le comme une autobiographie de Lovecraft et vous verrez que ça éclaire plein de choses. Alors, oui, le vrai Lovecraft n'a pas été possédé par l'esprit d'un sorcier né à Salem, mais le jeune Lovecraft allait dans les cimetières relever les noms sur les très vieux cimetières pour créer des généalogies, reconstituer l'histoire des grandes familles de la ville. Et sa mère a fini à l'asile comme la mère du héros, de Charles Dexter Ward dans le bouquin. Il y a tout ce genre de choses qui sont... donc, faire d'Arkham l'asile où on enferme les démons les plus dangereux, c'est absolument pas innocent en plus de la part des auteurs qui ont lu effectivement, qui biberonnent à ce genre de culture, et là qui pour le coup vont l'intégrer frontalement, de plus en plus frontalement dans leurs comics. Donc on a Conan le Barbare, avec de plus en plus l'ombre qui rampe. Ça, si on n'est pas dans des images très Lovecraftiennes, alors oui, dans Lovecraft, le héros ne va pas dégommer l'ombre qui rampe à coups d'épée. D'accord ? C'est de la mythologie howardienne, on a dit. On va avoir du tentacule comme s'il en pleuvait, du tentacule cyclope en plus, avec Red Sonja. Et puis on va avoir, voilà, dans Doctor Strange, là vous avez Steve Englehart qui est un des auteurs majeurs de l'époque, avec Jim Starlin, le créateur de Thanos. Il n'y a pas de très grosse création de Steve Englehart aussi imposante que Thanos, mais c'est vraiment un auteur qui a énormément d'importance parce qu'il va balancer dans ses comics un côté psychédélique, des références à la pop culture, des références, par exemple, il y a une des sagas du Doctor Strange de l'époque où apparaît donc Shuma-Gorath. Donc Shuma-Gorath, ce n'est pas une créature Lovecraftienne, hein, c'est un personnage créé pour Marvel, il appartient à Marvel. Mais c'est pas innocent. Voilà, qu'un personnage de ce genre-là, qu'une créature de ce genre-là apparaisse dans les comics au moment où on a des auteurs d'une nouvelle génération qui biberonnent aux éditions de poche. Donc Shuma-Gorath, et puis de son côté, Englehart il y a une des sagas du Doctor Strange de cette époque-là qui s'appelle A Separate Reality, une réalité séparée, qui est le titre anglais de ce qu'on appelle en français « Voir les enseignements d'un sorcier yati », un des premiers ouvrages de Carlos Castaneda. Alors, c'est peut-être un peu oublié maintenant, vous voyez Castaneda ? Bon, pour situer, c'est un ethnologue américain des années 50-60 qui est allé au Mexique pour étudier les rituels des sorciers yatis. Et le premier sorcier yati sur lequel il tombe lui dit « D'accord, mais pour comprendre ce dont je te parle, tiens, mange ces champignons, fume cette herbe, mange ces boutons de cactus. » Et il va en revenir. Alors sa thèse est super intéressante, il y a plein d'idées dedans. Il va en revenir un petit peu esquinté, un petit peu illuminé, à tel point que Jodorowsky se vantera de l'avoir rencontré au Mexique et que Castaneda connaisse ses films. Ça validait Jodorowsky à l'époque de dire ça. C'est peut-être vrai en plus, hein. Il faut toujours se méfier de ce que racontent et Castaneda et Jodorowsky. Mais c'est peut-être vrai, en plus. Et il a fini quasiment à la tête d'une petite secte complètement bizarroïde, le père Castaneda. Chacun de ses bouquins en faisant regretter les précédents, où il essaye de tirer sur le truc. Mais les premiers sont super intéressants, et surtout à l'époque, ils sont extrêmement marquants. Un des concepts clés de Castaneda, c'est le nagual, qu'on a retrouvé par ailleurs dans des bandes dessinées de Moebius, qui a beaucoup lu Castaneda. Pas mal de gens, Attanasio, l'auteur de Radix, a lu énormément Castaneda et sa conception du guerrier. Un des concepts opérants de Castaneda, c'est le nagual. Le nagual, c'est tout ce qu'on ne peut pas décrire, c'est ce que l'esprit peut toucher, mais qu'on ne peut pas décrire par des mots, qui est inconnaissable, qui va être la vraie nature de la réalité. En un mot, l'indicible. Je vous avais dit qu'on irait de partout et qu'on retomberait toujours sur nos pattes. Donc, pour Englehart, avoir l'indicible Lovecraftien et des références à Castaneda dans le même comics tombe sous le sens. Donc, Englehart, comme Starlin, Steve Gerber et les grands auteurs Marvel de l'époque, consomme un petit peu, on est entre 70 et 74, il y a de la fumette, il y a des acides, il y a des trucs comme ça. Ça se voit très bien, les Warlocks de Jim Starlin, avec la plaine des clowns psychopathes, enfin le truc.
Waouh, c'était pas fort. C'est un super épisode, je l'aime beaucoup, mais il est bien dérangeant et on se dit, ah, cette semaine-là, c'était peut-être pas de la très bonne qu'il a eue, parce qu'il a vraiment, Starlin a toujours eu des bad trips, mais là, celui-là est quand même conséquent. Donc on passe quand même de Lovecraft à une planète de clowns psychopathes, mais je peux rattraper en disant, ça, et Gripsou, Stephen King qui vénère Lovecraft, et hop, on retombe encore sur nos pattes. Je vous dis, la pop culture, c'est une toile d'araignée. Je tire sur un fil, j'ai plein de trucs qui viennent. Je le fais avec Lovecraft, là. La semaine prochaine, si on m'invite, je peux vous le faire avec Warren Ellis, ou avec Jack Kirby, ou avec George Lucas, et on pourra tirer, ce ne sera pas forcément les mêmes fils, certains seront les mêmes, donc on aura peut-être 10 minutes de la conf qui seront les mêmes, et puis 10 minutes plus tard qui seront les mêmes, mais ces grands auteurs vont agréger à eux plein de trucs. Et après leur mort, vont insuffler, vont énormément nourrir plein de choses aussi. Donc les Marvel Comics, le Doctor Strange avait beaucoup souffert de l'abandon de la série par Steve Ditko, son créateur. Ditko avait une vision claire de ce qu'il voulait raconter. Quand Ditko comprend que ces voyages psychédéliques dans le mental, etc., sont perçus par des gens comme Engelhardt comme des apologies de la drogue, alors que Ditko est un type aussi austère, voire plus que Lovecraft, ça lui fait vraiment mal. Il dit, mais non, mais moi, c'est un truc, une évocation spirituelle. Et l'autre, ouais, mais les machins, les formes, les trucs, là, dans lesquels se bat Doctor Strange, waouh, c'est de la bonne, c'est de la pure. Non. Mais la pop culture est aussi coutumière de ce genre de contresens, de tous les gens qui considèrent que Bukowski et Robert Crumb sont des auteurs rock'n'roll. Il n'y a pas une musique que Crumb et Bukowski détestent plus que le rock'n'roll. Buko adorait la grande musique et Bukowski adorait la grande musique orchestrale et le classique. Crumb, le jazz. Le rock est pour eux une musique vraiment sauvage, mais ils sont associés à des révolutions du rock des années 70. Il y a ce genre, il y a aussi ce genre de contresens régulier sur des auteurs. Lovecraft n'y a pas échappé. Le reclus de Providence, je disais tout à l'heure que c'est une image fausse qu'on a eue pendant 50 ans et 60 ans de Lovecraft. Et si je dis le reclus de Providence dans une conférence, tout le monde pensera à Lovecraft, quand bien même cette image est fausse. Cette image du type cantonné dans son cagibi à écrire compulsivement des lettres et des nouvelles, etc. Oui, il a eu des moments comme ça, mais d'un autre côté, il est allé du Québec en Floride, en voyageant, en prenant des bus de nuit, des choses comme ça, en partant à l'aventure complètement. Donc c'est pas du tout un personnage aussi renfermé qu'on l'a dit. Quand Jacques Bergier, dans Le Matin des magiciens, disait « Lovecraft parlait 40 langues, dont des dialectes africains, etc. » Je dis « Ouais, Jacques, où t'as été pêcher ça, mec ?» Enfin, le truc, Lovecraft parlait des dialectes africains, mais même pas en rêve. Déjà, il lisait l'anglais jusqu'à des trucs assez anciens, il était capable de lire des registres d'ancien régime, enfin d'avant la Révolution et tout ça. Il lisait convenablement le français, semble-t-il, mais peut-être qu'il avait lu Maupassant en traduction. Après, il avait des notions de grec et de latin, mais ses citations latines sont parfois fautives. Et il rencontre Robert Howard parce qu'il a cherché dans des dicos un dialecte gaélique pour une nouvelle qui se passe au Pays de Galles. Et Robert Howard lui dit, mais c'est bizarre là le truc, moi j'ai un peu potassé le sujet, vous êtes sûr qu'ils ne parlent pas un dialecte écossais, vos bonhommes ou Lovecraft il fait, je ne sais pas. Et donc le truc, ils deviennent copains comme ça quand même, enfin à discuter, à se pouiller sur des points de détail de ce genre-là. Par la suite, en France, on a les Philippe Drouillet, Casa et autres qui vont beaucoup jouer avec ces images-là. Et puis la petite presse, je vous parlais de fanzine et tout ça, la presse underground, les éditeurs de comics underground vont s'emparer de Lovecraft avec des choses plus ou moins heureuses de ce genre-là. Là, on a des références sur Necronomicon. Alors, on n'est pas sur de la très grande BD, mais dans les années 70, on a ce genre de choses. Plutôt chez des trucs très amateurs, parce que effectivement, eux n'ont pas peur d'Arkham House. En fait, le truc, personne ne sait exactement qui avait les droits de Lovecraft. Parce que normalement, c'est 70 ans après sa mort. Donc là, maintenant, on est tranquille. Lovecraft est du domaine public. Il n'y a pas de problème. Mais dans les années 50-60, Arkham House prétend avoir les droits. En fait, les droits étaient pour partie à Robert Barlow, pour partie à une tante de Lovecraft. Il y a eu... de toute façon, Robert Barlow est mort assez rapidement. Les tantes aussi. Et en fait, Derleth s'est emparé du magot
Et comme Lovecraft n'avait pas de descendance, en fait, le truc, il y aurait pu y avoir les derniers membres de la famille auraient pu se constituer en société, comme c'était le cas pour Robert Howard. Hein. Les gens de la famille qui méprisaient Robert Howard parce que c'était le raté de la famille, de tous ses neveux, arrière-neveux, etc., continuent à manger grâce à Conan, et avec là aussi des captations de droits. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui devraient être dans le domaine public et qui n'y sont pas suite à des magouilles, comme les héritiers d'Edgar Rice Burroughs se sont concentrés en société pour continuer à gérer les droits de Tarzan, alors que Tarzan devrait être aussi bientôt dans le domaine public. Sur des petits éditeurs amateurs, ça ne pose pas de souci. Dans des pays où, de toute façon, les avocats d'Arkham House ne vont pas aller poursuivre, voilà, là on a quelque chose qui est très beau, c'est les années 70 en Argentine, c'est Alberto Breccia, voilà, qui a des compositions parfois très naturalistes, et puis parfois on est quasiment dans l'abstrait, avec des représentations justement où il essaye picturalement de toucher à l'indicible. Donc Breccia, on est sur un des grands titans de la bande dessinée mondiale, et il ose des choses complètement, et c'est pas pour rien, là, je ne sais pas avec qui je parlais de Hugo Pratt tout à l'heure, et avec certaines images parfois quasiment abstraites chez Pratt. Ouais, Pratt, dès qu'il a eu un peu de sous, qu'il a pu voyager un peu, il est allé bosser en Argentine quelques années. Il y a une vraie tradition de la BD argentine qui va essayer d'aller vers ces expérimentations-là. Il y a aussi une tradition beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus pulp. Voilà, là on est aussi sur de Breccia, sur Cauchemar d'Innsmouth. C'est un texte qui prête moins aux grandes envolées abstraites, mais du coup qui va au lavis avec des effets de collage, nous montrer toute l'étrangeté de ce patelin dont les gens sont en train de lentement dégénérer ou revenir à un type humain, enfin, ou inhumain très bizarre. Voilà, où ici le festival, avec ces jeux de silhouettes découpées, ces choses comme ça, qui sont d'une grande force, qui tendent aussi vers la géométrie et l'abstraction, tout en ayant des matières très travaillées. Donc ces contrastes, enfin le truc, je pourrais parler des heures de Breccia, j'adore, c'est vachement bien. Alors c'est pas toujours réédité comme ça devrait. Là le truc, je ne sais pas si les éditions Rackham ont réédité récemment les mythes de Cthulhu de Breccia. Faut qu'ils le fassent plus souvent. C'est vraiment, il y a des pages complètement folles. On a aussi Richard Corben, qui a beaucoup joué avec Edgar Poe, avec Lovecraft, dès les années 70. Ça, c'est un peu postérieur aux années 70, mais dès les années 70, il joue avec. Là encore, du Corben, avec des personnages à grand nez, grand menton, etc., des personnages qui évoquent directement le physique de Lovecraft, et c'est absolument pas, venant de Corben, c'est absolument pas innocent, hein, on ne va pas se mentir. On a en Europe, alors des gens qui n'ont pas adapté directement Lovecraft. Il y avait eu la conférence bande dessinée Lovecraftienne l'an passé. Voilà, le truc, on a beaucoup parlé d'Andreas à l'époque. Voilà, Andreas, ce personnage qui est dans une maison sur la côte en Nouvelle-Angleterre, qui est à moitié écroulée, on ne sait pas pourquoi, qui s'y installe pour écrire, et puis qui la nuit va se réveiller après avoir écrit des choses dont il ne se souvient pas dans un langage inconnu. Ça, c'est quasiment le sculpteur Wilcox dans le texte au début de l'appel de Cthulhu qui se réveille après avoir modelé une sculpture blasphématoire. Donc on est dans un état d'esprit extrêmement Lovecraftien, et Andreas va beaucoup jouer avec des tropes Lovecraftiens. Pas que ça, il y a d'autres choses dans son œuvre aussi qui vont parfois vraiment purement vers le pulp d'aventure, ça va être Capricorne, vers des choses extrêmement expérimentales, avec Arc ou des choses comme ça. Vers les comics, il y a une de ces BD qui s'appelle Couteau, qui est un hommage à Frank Miller, clairement, sur une histoire dans le New York des années 80, sur une histoire de possession, enfin d'esprit de la mort qui passe d'un personnage à l'autre au fur et à mesure des meurtres, mais avec des constructions de pages extrêmement milleriennes, c'est vraiment très très bien. Mais Lovecraft fait partie des gens à qui il revient, y compris dans un de ses grands œuvres de l'époque, Cromwell Stone, où on est vraiment dans le vertige cosmique, où il y a des visions de créatures, d'invasion spatiale, et qui commence, sur la page de garde, on a l'émotion la plus ancienne et la plus profonde de l'homme et la peur la plus profonde et la plus ancienne est la peur de l'inconnu, qui est une citation de H.P. Lovecraft. Andreas revendique tout à fait sa filiation avec Lovecraft. Et comme il était en France, il n'a jamais payé un pet de droit à Arkham House, il avait bien raison. Pour la petite histoire, je m'attarde un tout petit peu sur Andreas.
c'est lui qui m'a fait découvrir Lovecraft avant de connaître Lovecraft. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Lovecraft, pas personnellement, hein, le truc, je ne suis pas si vieux que ça, quand j'ai découvert Lovecraft via les jeux de rôle, via les petites éditions des mythes de Cthulhu qu'il y avait à la bibliothèque municipale, ça faisait quelques années que j'avais lu Rorke, Cromwell Stone, etc. Donc j'avais vu passer le nom de Lovecraft sans m'y arrêter. Mais quand je commence à lire l'appel de Cthulhu et ce genre de choses, je suis en pays connu. Donc le truc, je suis pas... Il y a un choc Lovecraft, parce que ça va beaucoup plus loin dans le vertige existentiel que la bande dessinée d'Andreas, qui publie quand même dans des revues plutôt pour la jeunesse, donc il ne va pas en mettre... aller trop loin dans le genre, mais je suis déjà sur des tropes et une imagerie qui est connue. Donc c'est le passage dans Lovecraft est un choc esthétique, mais moins brutal qu'il aurait pu l'être par la faute d'Andreas. Je l'ai croisé une fois ou deux, j'ai jamais osé lui en parler. Voilà, ce genre de choses, ça aussi, c'est dans Rorke. On est sur une histoire avec une tache qui est tombée du ciel, qui infecte la conscience d'un individu. Donc on est dans plusieurs tropes Lovecraftiens, notamment la couleur tombée du ciel. C'est une citation quasiment directe, sauf que dans Rorke, on a quand même un héros qui va parvenir à renvoyer la tâche d'où elle est venue. Elle finira par retomber un peu plus tard avec des conséquences, etc., etc. Là, on est dans le gothique, donc ce qui était les sources de l'esthétique Lovecraftienne, dans des motifs purement Lovecraftiens, avec le côté une horreur, mais basée sur la science-fiction. Cette tâche n'est pas de nature surnaturelle, c'est une sorte d'entité extraterrestre qui prend cette forme-là. Donc, ce qui est, Lovecraft n'écrit pas du fantastique la plupart du temps, à part à ses tout débuts, il écrit essentiellement de la science-fiction. Toutes ces créatures viennent d'outre-espace, viennent d'univers parallèles, ont une matérialité diffuse, mais on n'est pas dans quelque chose de spirituel, on n'est pas dans un surnaturel, on est dans la couche, le soubassement de la nature telle qu'on la connaît, et la réalité de notre univers. Donc d'une certaine façon, on peut considérer, et d'ailleurs lui-même se considérait à la limite comme les montagnes hallucinées sont avant tout un récit de science-fiction, par exemple. Et puis voilà, on a aussi, toujours en Argentine, alors, un élève de Brescia qui lui aussi s'est attaqué au mythe de Cthulhu, c'est Horacio Lalia qui a fait Les Cauchemars de Cthulhu chez Glénat. Pareil, je ne sais pas si c'est toujours dispo ça. C'est plus classique et plus bavard aussi que l'écriture de Brescia, mais il y a de très très belles pages aussi. Vous voyez, il y a des ambiances, il y a de très très belles ambiances aussi. Après, c'est des adaptations peut-être un peu plus directes, un peu moins, où il y a peut-être moins de recul par rapport aux matériaux de base. Mais c'est très très bien aussi. J'aurais pu citer Esteban Maroto, auteur espagnol, qui a fait aussi, alors ça c'est inédit en France, mais il y a eu aussi un certain nombre d'adaptations de Cthulhu par Esteban Maroto, qui est un auteur espagnol qui a beaucoup travaillé aux États-Unis sur Red Sonja, sur un certain nombre de choses aussi. Qui avait fait d'ailleurs aussi une biographie illustrée de Dracula, qui aime bien ce genre d'ambiance. On a dans de la petite presse la musique d'Eric Zahn dont je parlais tout à l'heure. Donc, bon, bien malin qui reconnaîtrait Paris là-dedans, mais Paris représenté par des auteurs de comics américains, c'est toujours un petit peu compliqué. Pour un John Romita qui va écrire le X-Men, qui va dessiner le X-Men 200 après être allé à Paris, et sur lequel il y aura peut-être une rosace de Notre-Dame un peu fantaisiste, mais parce qu'il y en a besoin pour pouvoir la faire traverser par Colossus, on a pas mal de trucs où la Tour Eiffel est visible en haut des Champs-Élysées ou ce genre de choses. Il y a des Justice League Europe qui sont très très drôles de ce point de vue-là, avec un Paris qui est vraiment un Paris de carte postale à la Jane Kelly. C'est très... c'est vachement sympa, j'aimerais bien vivre dans ce Paris-là, mais je ne l'ai jamais vu exister nulle part. On a plus récemment Craig Russell. Craig Russell qui est... il a beaucoup travaillé avec Neil Gaiman récemment. Il avait adapté Coraline, notamment. Il a fait un certain nombre d'adaptations. Il a fait aussi une partie de l'adaptation de L'étrange vie de Nobody Owens. A fait des adaptations de Lovecraft. Il a fait aussi des adaptations de Moorcock, dont il aime bien. Il est surtout connu pour des adaptations d'opéra, curieusement. Il a adapté l'Or du Rhin, il a adapté Parsifal, le Salomé d'Oscar Wilde, etc. Il a énormément, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'opéra, il a fait énormément d'adaptations en BD d'opéra, et ce depuis la fin des années 70. Il a adapté un certain nombre de récits de Lovecraft, dont c'est pas Par-delà le mur du sommeil, c'est celui où la technologie permet de voir
Ça y est, j'ai des blancs sur des textes de Lovecraft. Voilà, From Beyond, ouais, de l'au-delà. Donc c'est une adaptation de From Beyond. Et c'est hop, j'avais à cause, c'est par faute de Stuart Gordon, j'ai le texte, le titre américain en tête. Avec un style extrêmement élégant. Moi j'aime beaucoup Craig Russell. Et puis on a, voilà, ça s'est tiré du portfolio Necronomicon. Donc là, l'affiliation est absolument assumée aussi. Et donc c'est la légende veut. Alors bon, Ridley Scott connaissait un peu Didier par le fait que c'était l'équipe qui avait participé aux Dunes de Jodorowsky et que bon, Ridley Scott a été contacté pour ça, va récupérer l'équipe montée par Jodo, donc Chris Foss, Moebius, Didier, et à la tête il va ajouter Ron Cobb. En cherchant un design pour la créature, il va finir par s'arrêter, par tomber là-dessus en disant c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut aller. Et il va travailler avec Didier. On est déjà sur les prémices de ce qui deviendra par la suite l'alien tel qu'on le connaît. L'alien qui est une créature, on va dans l'espace lointain, etc. Une créature qui n'a que faire de l'être humain et qui lui passe dessus tellement s'en préoccuper. Il y a quelque chose, alors jusqu'au dernier, là où c'est un peu plus, enfin on va dire, bon, on ne parlera pas charitablement de Prometheus et d'Alien Covenant, mais l'alien de Ridley Scott, fondamentalement, c'est une créature Lovecraftienne. Est-ce que c'est complètement assumé par Scott? J'en suis pas forcément sûr. C'est complètement assumé, en tout cas, par Hans Rudy Giger. Ça, c'est clair et net. Et donc, l'Asile Arkham, avec des auteurs qui, plus on avancera dans le temps, plus ils vont jouer. Là, c'est Grant Morrison qui va jouer avec des tropes Lovecraftiens, moins qu'Alan Moore, mais qui va travailler beaucoup sur la folie et sur le rapport à des choses qui ne peuvent être dites, et qui va jouer sur des expériences littéraires extrêmement intéressantes, qui le rendent parfois, enfin, Grant Morrison est extrêmement perché. Après le choc des années 60 et les éditions livres de poche, alors là, il y a, je pense, rien que dans cette salle, beaucoup de gens plus spécialisés que moi sur le sujet. Bon, sachant que j'ai joué à cette édition-là, l'édition française, mais de cette édition-là d'Appel de Cthulhu en montant. Et voilà, il y a sans doute des gens plus spécialisés que moi là-dessus, mais dans les années 80, l'arrivée de l'Appel de Cthulhu en jeu de rôle va redonner aussi, va être le premier contact de pas mal de monde avec aussi l'œuvre de Lovecraft. Sauf que, en fait, ce sera plus avec l'œuvre de Derleth, parce que Sandy Peterson travaille avec les gens de chez Arkham House, et donc c'est la version du mythe de Cthulhu telle que repensée par Auguste Derleth. Donc pas mal de choses pour un Lovecraftien puriste, on va dire, pas mal de choses, ce qu'il y avait dans le lore du jeu de rôle à l'époque, et tout à fait conforme à ce qu'on savait du mythe à l'époque. Les études, les rééditions, leur travail sur Lovecraft depuis font qu'on est dans une version un peu obsolète et qui va être même un petit peu, je ne vais pas dire méprisée par les connaisseurs, mais un peu mal vue parce que Derleth ne peut se résoudre à la vision très matérialiste de Lovecraft et va réintroduire des dieux bons, enfin le bien et le mal dans l'univers de Lovecraft, qui est quelque chose qui n'a aucun sens. Alors que justement, dans Alien, par exemple, ce que fait Ridley Scott, il pose bien la créature comme étant par-delà, elle n'est pas retenue par les chaînes de la moralité ou ce genre de choses, elle est au-delà du bien et du mal. Le truc dans la version qu'on a à l'époque de l'Appel de Cthulhu, il y a encore ce petit flottement dû à la présence un peu pesante d'Auguste Derleth dans l'équation. Sachant que c'était très bien quand même, et le point de San est encore un truc, on vanne beaucoup. Les gens les Lovecraftiens de notre époque jouent beaucoup sur l'idée de perdre du point de San. J'en vois qui sourit parce qu'on a déjà eu ces vannes ensemble. Sur le fait de perdre graduellement, de voir s'éroder sa santé mentale, c'est un mécanisme qui existe dans le jeu, et si on n'y prend pas garde, à la fin de la partie, le personnage n'a pas besoin de mourir pour perdre, puisqu'il est devenu complètement fou, en fait. On n'a plus qu'à l'enfermer tout bavant, à l'Asile Arkham, par exemple, ou dans d'autres lieux de perdition du même genre. Donc ça, c'était un des grands apports de ce jeu-là. Depuis la fin des années 80, Lovecraft est entré, enfin on a passé un stade avec Lovecraft,
Ce n'est pas juste un jeu de référence, c'est-à-dire que dans tout ce que j'ai montré jusqu'alors, on dit voilà, ces gens-là se réfèrent à Lovecraft. Andreas a lu Lovecraft. Corben a lu Lovecraft. Brescia, Lalia, Craig Russell adaptent Lovecraft. Alors, bien évidemment que Mike Mignola a lu Lovecraft, ça c'est une évidence, comme il a lu plein d'autres folklores. Mais on est passé à autre chose, dans le fait de... Mignola n'est pas en train, quand il fait Hellboy, il est en train de faire son univers, mais c'est un chaudron de sorcière dans lequel Lovecraft n'est qu'un des ingrédients. Et en fait, on est arrivé à ce stade où Lovecraft fait tellement partie de notre culture populaire qu'en fait, il est un outil dans une boîte à outils conceptuelle. Comme les gobelins de Tolkien, qui sont devenus, quand on parle de gobelins, on va penser effectivement les gobelins et les orques, comme les pensait Tolkien, éventuellement revus par Peter Jackson. Mais un gobelin, vous lisez les textes folkloriques anglais, un gobelin, c'est pas ça. Un elfe non plus, d'ailleurs. Même un nain, ça se discute. Mais les elfes et les gobelins, quand on vous dit un elfe et que vous imaginez quelqu'un d'altier, blond, aux oreilles pointues, avec une super élégance et trucs, ça vient de Tolkien. Hein, et un peu de Lord Dunsany juste avant. Mais ça fait partie de notre boîte à outils conceptuelle. Le grand tentacule baveux Lovecraftien qui nous imagine... Alors, les villes abandonnées sur les côtes de Nouvelle-Angleterre, mises côte à côte avec ce genre de choses, pour nous, ça beugle Lovecraft, bien évidemment. Mais quelque part, c'est devenu autre chose aussi. C'est-à-dire que ça fait partie... on peut avoir du kaiju Lovecraftien dans les King Kong récents, dans Skull Island. On peut avoir ça dans Pacific Rim. La référence n'est pas directement Lovecraftienne. C'est-à-dire que le monstre Lovecraftien a été intégré et il fait partie de notre éventail de monstres utilisables par tout un chacun, comme le vampire aristocratique avec ses grands effets de cape, etc., qui ne boit jamais de vin et tout ça. Moi, le mot vampire, c'est le seul mot serbe qui soit passé dans la langue française. Comme le mot robot est un mot tchèque passé dans le langage international. Le truc, je peux vous assurer qu'en Serbie, les vampires, c'est pas du tout Dracula avec ses maniérismes, etc., son ombre qui se déplace. C'est un truc assez dégueulasse qui ressemble plus à un zombie de Walking Dead, mais qui, plutôt que de manger du cerveau, essaye de vous boire le sang. À la base, c'est un truc, c'est crado et c'est pas aristocratique, hein, le vampire. Ça, c'est une invention de Bram Stoker en 1890, par là, hein, c'est tout. Mais le vampire à la Bram Stoker fait partie de notre boîte à outils conceptuelle, comme le loup-garou de cinéma, qui n'est pas tout à fait celui qu'on trouve dans les Laits de Marie de France, par exemple, ou dans d'autres, ou dans les sagas scandinaves, et ainsi de suite. Donc, quelque part, on est arrivé à ce stade où Lovecraft a tellement été digéré par notre culture qu'il est partout sous plein de formes. Donc dans Hellboy, où la référence est plus ou moins, enfin de toute façon complètement assumée, hein, il ne s'en cache pas. Là ici d'ailleurs, il y a une très chouette BD, La Malédiction, qui s'est bâtie sur Gotham, alors qui n'est pas dessinée par Mignola, mais qu'il a écrite, où il s'amuse d'ailleurs à mixer, à revenir aux sources de l'Asile Arkham, et à mixer, en fait, il raconte une histoire de Batman dans les années 30, où en fait il réinterprète dans l'univers de Batman, c'est-à-dire qu'on a Double Face, on a Ra's al Ghul, on a le Pingouin, mais il réinterprète tous ces personnages-là à un prisme Lovecraftien. Le Pingouin est comme ça parce qu'il a fait partie de l'expédition Peabody au pôle Sud. Le livre maudit est en fait un livre écrit non pas par Al-Azred, mais par Ra's al Ghul, dont la fille est peut-être l'incarnation de Nyarlathotep. Et Double Face, ce n'est pas un jet d'acide qui en a fait cet être hybride, mais en fait, il a la même chose que les Watley, c'est un être hybride, mi-humain, mi-créature d'outre-espace, exactement comme le Watley dans l'abomination de Dunwich, et ainsi de suite. Et donc, le truc, il s'amuse à montrer en fait les correspondances. On pourrait presque faire un tableau Excel des correspondances entre l'univers de Batman, correspondances qui sont involontaires, à part l'Asile Arkham, mais Ra's al Ghul, et encore, qui est plus... mais voilà, les correspondances sont plus ou moins volontaires, mais ils montrent que... Donc on peut en faire un tableau Excel, mais en fait surtout pas un jeu à boire, hein, il y aurait des morts. Voilà, et on a donc le livre maudit, on a Talia Ghul, mais avec le voile de Nyarlathotep, et ainsi de suite. D'autres auteurs vont y jouer différemment. Alors là, on a
le truc, alors là, c'est copinage et honté. Jean-Marc Linné est un de mes très vieux amis, mais quand il s'amuse à faire le Captain Ahab contre Cthulhu, forcément, il m'intéresse. C'est le truc, on est un peu tordu dans le même sens, voilà, et puis avec référence un peu aux Dents de la Mer, etc., dans le truc, voilà, on a quand même l'obsession de Captain Ahab n'est plus la baleine blanche, mais le grand kraken qui est en fait, voilà, qui est Cthulhu. Et donc, on va retrouver Ishmael, Queequeg, etc., lancé dans une chasse aux monstres, un monstre autrement plus dangereux que là. C'est vachement bien. Hein, et on a d'ailleurs Herman Melville lui-même qui est commentateur de l'action, qui va noter, peut-être un petit peu édulcoré dans son bouquin. On ne sait pas trop. On a, voilà, dans le genre les Desperados de Marriott et Cassaday, on est complètement dans de la créature complètement Lovecraftienne, dans du western. Lovecraft peut se mélanger avec tout. Il n'a jamais écrit réellement de western. Il y a un petit peu le côté Midwest dans le tertre et dans l'autre truc qu'il a coécrit avec Hazelhead, il y a eu La chevelure de Méduse, le tertre et La malédiction de Yig, où on est effectivement dans un truc avec des sorcelleries indiennes, des choses comme ça. Mais c'est pas le sujet, ils utilisent des tropes Lovecraftiens comme ils utiliseront dans d'autres histoires, des histoires d'épidémie, etc. Ça devient un élément parmi d'autres. Et puis, là, il y a un cas particulier. Donc là, je viens de vous spoiler la fin de Watchmen, sans aucune vergogne. Bon, ça va, Watchmen, c'est 86-87, on va dire qu'il y a prescription. Ça ne vous spoile pas la fin, du film de Zack Snyder, de toute façon, donc tout va bien. Voilà, la créature qui apparaît, qui a d'abord été créée dans les rêves de savants fous pour pouvoir apparaître dans New York par un truc interdimensionnel et dont l'arrivée rend instantanément fou les gens dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, ça c'est du Lovecraft pur sucre, avec en plus, en sous-jacent, l'idée que l'arme absolue dans l'univers maintenant, c'est l'imagination. Le gars qui va produire cette créature réunit des écrivains, des artistes, etc., en leur disant « lâchez-vous sur ce que vous avez de plus horrible » et des généticiens derrière pour fabriquer la créature qui va être la porteuse de ces rêves-là. Et ça devient l'arme absolue qui lui permet à la fois de faire un génocide, mais aussi de, normalement, si tout va bien, de produire la paix dans le monde. Bon. Ce qui peut se discuter, c'est justement un des enjeux de la fin de Watchmen. Mais voilà, on est dans quelque chose déjà. On s'est aperçu par la suite, dans la suite de l'œuvre de Moore, que Lovecraft revient énormément dans l'œuvre de Moore, mais Lovecraft est déjà présent dès Watchmen, donc en 87. C'est intéressant et c'est une lecture rétrospective, un peu comme nos précurseurs dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont définis que par la personne qui va agréger à elle toutes leurs qualités. Mais Moore revendique en fait, depuis le début, son attachement à l'univers Lovecraftien, avec parfois un caractère assez critique aussi du personnage de H.P. Lovecraft, qu'on retrouvera dans Néonomicon, où il va faire ressortir tout le non-dit, parce qu'il y a des aspects. Lovecraft était quelqu'un d'extrêmement prude. Alors, ne dites pas puritain, parce que Lovecraft détestait les puritains qui étaient prudes au nom de la religion. Lovecraft étant anti-religieux, lui, il est prude par juste morale personnelle, éthique, etc. Mais il était aussi prude qu'un puritain. Simplement, le traité de puritain, c'était courir le risque de le mettre sérieusement en colère. On a des lettres très belles là-dessus où il explique pourquoi il déteste les puritains. C'est intéressant parce que nous, de notre point de vue, on le voit comme puritain. Dans Néonomicon, on est dans de l'antipuritanisme, on a des scènes sexuelles extrêmement explicites, enfin tout le côté tentaculaire, etc., qui raccroche justement avec tout un folklore né depuis des échanges culturels, notamment avec le Japon. Et on va avoir donc des choses extrêmement explicites. Et puis il va pousser le truc avec Providence, qu'il considère comme un de ses derniers grands œuvres en termes de bande dessinée, qui est une espèce d'œuvre fleuve, qui, je pense, est totalement illisible si on n'a pas une connaissance approfondie de Lovecraft. Mais quand on l'a, c'est ouf, c'est bardé de petits détails, d'astuces de construction. L'épisode où le personnage se croise à deux moments, avec une espèce de boucle temporelle ou des choses comme ça, c'est l'épisode où il reprend le monstre sur le seuil avec cette possession qui se promène d'un personnage à l'autre. L'épisode va très loin dans des trucs extrêmement dérangeants. Donc Lovecraft était dérangeant à son époque,
Moore dit, voilà, le truc, on connaît trop Lovecraft, il faut aller plus loin pour être dérangeant. Il se donne les moyens de le faire, ça pique. Hein, mais si on a une connaissance approfondie de l'œuvre de Lovecraft, c'est d'une finesse très intéressante. Et puis avec cette idée, quelque part, que en fait, les monstres de Lovecraft sont présents dans notre univers depuis longtemps, depuis que Lovecraft a été capable de les rêver d'une certaine façon. Alors je schématise le truc, mais ce qui est très Lovecraftien, puisque Cthulhu n'apparaît qu'après que le sculpteur Cox l'ait rêvé. Est-ce que Cox rêve de Cthulhu parce que Cthulhu est là en train de se réveiller, ou est-ce que Cthulhu se réveille parce que Cox rêve de lui? Lovecraft ne répond jamais à cette question, et dans le cycle des contrées du rêve, on voit aussi apparaître un certain nombre de créatures du mythe, dont Azathoth, dont Nyarlathotep, dans une forme beaucoup moins inquiétante qu'à l'état de veille. Donc, il y a cette idée que l'influence, le fait qu'on ait rêvé les créatures Lovecraftiennes a influencé l'avenir, qui les a générées et qui fait qu'elles reviennent vers nous, à rebroustant. Alors je schématise vachement et peut-être que je m'embrouille dans mon explication, et que en fait c'est une création de l'esprit qui nous revient à la figure. Ce qui nous renvoie exactement à la fin de Watchmen. Donc le truc, on dit que chaque auteur ne fait qu'enfoncer le même clou toute sa vie. Moi j'essaie de faire des bouquins très différents d'une fois sur l'autre et je me perçois en remettant le nez dedans qu'il y a des thématiques qui reviennent toujours les mêmes, etc. J'ai beau changer l'emballage, c'est de toute façon le même clou que je continue à tamponner frénétiquement. Moore, c'est un peu pareil. Il a une œuvre très vaste, mais il va revenir toujours un peu aux mêmes questions sur le rapport entre le réel et l'imaginaire qu'il va formuler dans l'univers des super-héros, dans l'univers de Lovecraft, dans d'autres univers aussi de science-fiction. Et on est sur des auteurs extrêmement intéressants de ce point de vue-là. Et puis, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, on a aussi, où il va mixer allègrement, le Sphinx des glaces de Jules Verne, qui est une suite pirate des aventures d'Arthur Gordon Pym de Edgar Poe, dont Lovecraft s'inspire pour faire les montagnes hallucinées. Et Moore va mixer tout ça frontalement, bien évidemment, puisque c'est le concept de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, de montrer que toute la pop culture peut fonctionner dans un même continuum, que tout ça est lié, qu'il suffit de tirer sur, vous avez peut-être déjà entendu un truc comme ça là récemment, il suffit de tirer sur un fil pour que tout vienne avec des machins, des bobines, etc. Donc, on pourrait faire la conférence que je viens de vous faire sur Lovecraft, je pourrais la faire sur Alan Moore, et on retrouverait aussi plein de choses très intéressantes. Et dans Wormwood, dont l'état d'esprit n'est pas Lovecraftien, de toute façon, il y a aussi de la créature, des invasions de poulpes monstrueux, qui dézinguent le 4-4 de ce pauvre monsieur Pendule. Dans le Caliban de Garphénis, on est dans de l'alien Lovecraftien, mais du coup, alors c'est vachement sympa, mais ça tombe un petit peu à plat, puisque faire de l'alien Lovecraftien, Alien est déjà, j'espère vous l'avoir démontré avec un brio fabuleux, que l'alien est déjà Lovecraftien, ou des choses comme les textes de Gaiman, comme Et une fin du monde de plus, ou la spéciale des Shoggoths à l'ancienne, ou ce genre de choses, ou le Moi Cthulhu, aussi, qui est absolument hilarant. C'est une interview façon, je ne vais pas dire façon Hardisson, mais presque, d'un type qui va interviewer Cthulhu, et Cthulhu va balancer un peu tous les trucs de façon très frontale. C'est assez drôle dans le genre, mais Gaiman va prendre ça avec beaucoup plus de recul, avec une distance ironique qui le caractérise. Et on voit aussi ressurgir à intervalles réguliers, là ici une adaptation du Nyarlathotep, avec les visions des villes, ces villes qui terrifiaient tant, qui ont tellement mis Lovecraft de travers. Et quelque part, la grande ville moderne idéale pour Lovecraft, c'est celle qui est complètement vidée de ses habitants. Et Nyarlathotep nous raconte un petit peu ça. Quand il a, le truc, on dit souvent, l'Angleterre c'est très beau, c'est dommage qu'il y ait des Anglais. Existe aussi, je ne sais pas, au hasard pour les Belges ou ou d'autres. Et bon, j'imagine qu'il y en a qui disent la même chose de la France. Voilà, c'est le truc, c'est un très beau pays, mais c'est dommage qu'il y ait des habitants. Lovecraft fonctionne un petit peu comme ça, effectivement. Oh, si j'en profite pas pour te troller en live, Puis Chipo est pas là, il peut pas te servir de paratonnerre. Et donc on a des adaptations en style ligne claire très anglaise par Culbart, les adaptations en manga par Watanabe, et puis tous les récits, toutes ces histoires qui vont
Plutôt que de le prendre comme un élément de la boîte à outils, Lovecraft atteint désormais la consécration ultime à devenir un personnage de fiction. Si vous avez lu le HPL de Roland Wagner, donc HPL sous-titré 1890-1991, sachant que Lovecraft est mort en 1937, que s'est-il passé? Et où Wagner va partir du principe que Lovecraft a survécu à son cancer. Et le cheminement, parce que je vous parlais du racisme et du conservatisme de Lovecraft, sur les dernières années de sa vie, il évolue. Pas aussi vite qu'on l'aurait voulu, et puis il meurt trop tôt. Wagner s'amuse à voir jusqu'où l'aurait entraîné cette évolution, parce que le gars qui, à la fin des années 20, début des années 30, envoie des lettres à Robert Howard expliquant sa fascination pour Mussolini et Hitler, et à tel point que Howard, l'auteur de Conan le Barbare, personnage nietzschéen quand même, lui fait mais voyons, vous n'êtes pas bien. Le truc, ces gens-là ne sont pas nos amis. Le truc, quand ils vont commencer, ils commencent à cramer des bouquins. Tout ce que vous détestez dans la populace, ces gens-là leur présentent à la puissance 10 000. Donc les autodafés de bouquins, etc. Le truc, si ces gens-là passent, nous serons les premiers à y passer. Ce que lui dit quasiment texto Robert Howard. Ce genre de conversation va faire évoluer Lovecraft, qui à un moment va voir aussi, on a quelques lettres sur la fin de sa vie où il parle du New Deal rooseveltien, donc qui est un peu d'une certaine façon, l'anti-nazisme. Il dit oui, non mais effectivement c'est très bien, je me sens maintenant effectivement plus rooseveltien. J'oserais même dire presque socialiste. Venant de Lovecraft, bon, c'est le truc, on sent qu'il plaisante, mais on sent qu'il y a un cheminement aussi. Il n'aurait pas plaisanté sur ce sujet-là, ne serait-ce que 5 ans auparavant. Donc, Roland Wagner s'amuse à partir dans ces directions-là. On a, vous pourrez le voir cette semaine, Cochrane versus Cthulhu, je suis en train de le lire, c'est vachement bien. C'est les Fort Boyard, à l'époque où c'est une fortification de Napoléon, et où il y a des soldats qui montent la garde au cas où les Anglais reviendraient, sauf que il y a des Anglais qui débarquent, eux-mêmes sont en train de fuir autre chose, et puis dans la baie, en fait, le truc, si on n'avait jamais rien construit à l'endroit de Fort Boyard jusqu'alors, c'est parce qu'il y avait peut-être des machins en dessous, et que ces machins sont pas tout à fait humains, pas tout à fait sympathiques, et puis peuvent manger des gens aussi. Donc c'est vachement sympa, dans un mélange de cap et d'épée. Je vous dis, Lovecraft peut se mélanger avec tout. On a Delta Green dans le jeu de rôle, on a plein de choses, on peut faire du Lovecraft à toutes les sauces. Ou plus récemment, voilà aussi le Karim Berouka. Pour ceux qui connaissent les Ludwig von 88, les trois petits quepons, etc. Voilà, c'est le chanteur des Ludwig 88 qui s'amuse. Alors, il a écrit il y a quelques années au Club des punks contre l'apocalypse zombie. Si vous voulez, Walking Dead à Paris dans un squat avec des punks qui émergent d'un coma éthylique pour découvrir que c'est l'apocalypse zombie et qui sont les seuls espoirs de l'humanité. C'est grandissime, vous me marrerez bien. Surtout quand ils décident, ils se disent, voilà, il y a peut-être un émetteur à France 2, on va peut-être pouvoir essayer d'appeler des gens, et tout ça, et puis s'apercevoir qu'il y a tous les gens qui étaient en interview à France 2 qui ont été zombifiés à l'intérieur de trucs, et quand ils ouvrent les portes, ils ont des Bogdanov, des Nadine Morano, des trucs comme ça, zombies, qui déboulent, et qu'un Bogdanov, visiblement, le truc tel qu'il le décrit, ou un Bogdanov zombie, je souhaite ça à personne. Il y a une différence par rapport à l'original ? C'est quand même, ouais, en plus, le truc, il dégouline, quoi. Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu est moins extrême dans le délire, mais c'est aussi, il règle ses comptes avec, en fait, le truc qui postule, il y a une nana qui naît, qui est peut-être l'espèce de messie qui devrait amener l'ère des grands anciens, sauf qu'en fait, chaque grand ancien, Cthulhu, Nyarlathotep, Pazasos, etc., ils ont chacun sa secte. Et donc, d'accord, l'ère des grands anciens va arriver, mais lequel ? Et donc, on a toutes ces espèces de sectes plus ou moins minables, d'ailleurs, le truc avec des bureaux sur Paris, etc., des bureaux un peu louches, qui vont essayer de se disputer cette nana, qu'on n'a rien à faire, elle voudrait qu'on lui foute la paix, sachant qu'elle est peut-être vraiment la personne qui va être l'étincelle qui va faire déborder le gaz, comme on dit, en filant la métaphore de façon extrêmement hardie, mais il est tard. Où maintenant on arrive, c'est pareil, copinage, la Lovecraft Beer de la brasserie de lettres, qui sont... il y a des gros fans de Lovecraft chez eux, je leur ai dédicacé un certain nombre de bouquins, c'est des très bons copains, et leurs bières sont très très bien. Ceci dit, sans rien enlever aux bières de nos amis du Terrier. Et voilà, Lovecraft est en tout, Lovecraft est partout, vous pouvez manger Lovecraft, boire Lovecraft. On est arrivé à un moment où cette toile d'araignée s'étend au monde entier. Au Japon, à la bière... à de la cuisine d'épouvante, parfois, quand on parlait de béchamel au lait de coco récemment, ce genre de choses. Tout est possible.
Et donc, Lovecraft était quelque chose de profondément américain, enfin il se considérait comme plus anglais, mais il est profondément américain. Donc, je finis par une version assez Lovecraftienne du American Gothic, qui, je pense, résume excellemment notre sujet du jour. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre après ce déferlement comment dire, d'associations contre nature et blasphématoires qui n'auraient pas renié les pères fondateurs d'Innsmouth. Je suis à vous pour répondre à toute question.